Bonsoir mesdames et messieurs, ici Pierre Houde en compagnie de Bertrand Houle et Pierre Lecourt se joindra à nous d'ailleurs dans cette émission d'avant-course comme d'habitude. Bienvenue au reportage de la 12e épreuve sur une saison de 17 en 1995. Quand on regarde le classement, Bertrand, après l'épreuve de Toronto, il y a donc une semaine, on constate que Jacques Villeneuve a une avance de 24 points. C'est un petit peu plus que le maximum de points qu'on peut amasser en un week-end. Certains diront que c'est très confortable, d'autres diront qu'avec encore 6 épreuves à disputer, incluant celle d'aujourd'hui, il reste encore beaucoup de terrain pour Bobby Rahal, Robbie Gordon ou Michael Andretti. Sauf que pour cette fin de semaine-ci à Cleveland, on s'attend à de bons résultats pour Jacques Villeneuve. C'est une piste qu'il aime bien. L'an passé, il était parti 5e sur le grille, 4e en course. C'est le circuit routier le plus rapide en IndyCar. On tourne à 230 km/h de moyenne lors des essais. Alors, c'est très rapide et c'est une piste qui convient très bien à Jacques. Jacques aime bien ces pistes où on peut s'exprimer, où la voiture peut vraiment rouler à fond. Évidemment, pour Jacques Villeneuve, il faut comprendre et surtout bien saisir l'importance de cette avance au championnat. Il faut donc pas seulement, bien sûr, tenter de gagner, mais aussi, il faut parfois être un peu plus conservateur pour amasser des points au classement. Oui, c'est ce qui est difficile. Lorsque vous suivez un adversaire, est-ce qu'il sera tenté d'aller le chercher pour accumuler plus de points ou tenter de jouer la prudence? C'est ça, mais c'est toute cette gestion de course qui fait les grands pilotes, les Senna, des Prost, entre autres, ou des Tracy, peut-être moins Tracy, mais Unser, les Rick Mears en IndyCar. Les pilotes sont capables de bien gérer leur course, savoir quand il faut tout tenter, quand il faut se réserver un peu et viser les points plus que la gloire. Alors Bertrand, tu as parlé de ce circuit de Cleveland sur les pistes de l'aéroport Burke Lakefront. Le voilà, donc, ce circuit, avec évidemment une configuration quand même assez intéressante, une portion, en fait des portions très rapides, 90 tours, 3,8 km au total et on s'offre un petit tour avec Michael Andretti. Oui, virage numéro 1, très, très large, tellement large que c'est très invitant pour un adversaire de tenter de vous dépasser. Sauf que souvent, il y en a plusieurs qui tentent de se dépasser en même temps et ça cause des carambolages possiblement. C'est très large, on parle de piste d'atterrissage de 96 pieds de largeur. Alors imaginez, on a toute la place pour tenter diverses trajectoires. Mais lorsqu'on arrive dans les virages au point de corde, ça se resserre et c'est là qu'il y a un problème souvent. C'est que les pilotes sont trop optimistes, se laissent inviter par cette largeur de piste, tentent des dépassements et lorsque ça se resserre au point de corde, bien, il y a des ennuis. Assez court quand même comme virage. On a ajouté 5 tours cette année. Il faudra voir si ça va influencer sur la consommation d'essence. Et les derniers virages sont très rapides. Seul endroit dangereux, c'est ce mur de ciment qui attend les pilotes lors de l'avant-dernier virage qui mène vers une chicane et l'entrée des puits, puis la ligne de droite de la zone des puits. Alors Bertrand, évidemment, on a l'habitude de ces circuits urbains où les murets de béton sont très rapprochés des voitures de part et d'autre. Là, c'est le contraire. Outre le muret de béton dont tu as parlé, c'est très, très ouvert, d'où le caractère un peu invitant de ce circuit de Cleveland. On va faire une pause et au retour, nous allons retrouver notre collègue Pierre Lecourt. À tout de suite. Les circuits de Rondell White et Sean Berry mènent les Expos à un gain de 4-2 à Chicago. Butch Henry mérite sa 6e victoire. Toutes les équipes qui devancent les Expos chez les meilleurs deuxièmes l'emportent. Philadelphie balaie le double aux dépens de Pittsburgh, victoire des Dodgers et des Astros. C'est confirmé, Larry Robinson signe un contrat de 4 ans à titre d'entraîneur-chef des Kings de Los Angeles. Québec pourrait avoir son équipe de la Ligue internationale dès la saison prochaine si les amateurs dans les 10 prochains jours achètent plusieurs billets de saison au goût du président de la Ligue, Bob Ufer. L'Impact enfile 4 buts en deuxième mi-temps, dont 2 de Paulino, dans un gain de 4-0 sur New York, un jeu blanc pour Pat Onstad, et autre défaite en fusillade des Roadrunners de Montréal, battus 6-5 par les Loggers devant plus de 5000 spectateurs à Ottawa. Bonne journée à tous! Vous aimez la course automobile? Snapple vous invite à venir voir une vraie voiture de course de Formule 1600. Faites-vous photographier avec le pilote, recevez des produits Snapple ainsi que des affiches couleurs. L'équipe Snapple vous attend les 26, 27 et 28 juillet. En compagnie de Pierre Houde et de Bertrand Houle, voyez les coureurs les plus habiles dans les voitures les plus rapides au monde. Soyez des nôtres pour le Grand Prix d'Allemagne, ce dimanche 7h30 sur les ondes de RDS. La Formule 1, une classe à part.
Ce week-end, soyez à l'écoute du bulletin Sport 30 pour les reportages Grand Prix Shell avec Christian Tortora en direct du Grand Prix d'Allemagne. Une présentation de RDS et de la formule Shell. Alors, il y a eu beaucoup d'actions lors des dernières épreuves en qualification. Voyons voir si c'était la même chose à Cleveland. On aperçoit Michael Andretti. Et en piste, cette fois, c'est Paul Tracy. Alors, Tracy, avec son style bien habituel, se classe 6e. Well, I really am. It's been a change, a good change. We've struggled in qualifying throughout the year since the start of the season. So it's nice to be up here finally, but we got another day's worth of practice and qualifying, and we need to improve on what we've done to stay up there. Alors, 6e au total après avoir réussi le 2e meilleur temps le vendredi. On aperçoit Jacques en piste maintenant. Jacques, 4e lors de la première séance donc de qualification vendredi après-midi. Il suit cette nouvelle tendance à tout donner lors de la première journée, ce qui fait qu'il a une bonne base pour la suite. Andretti, premier lors de cette séance numéro 1. Les Newman-Haas qui ont frappé fort, hein, le devant de la grille provisoire vendredi. Alors, Michael Andretti, évidemment, gonflé à bloc, Bertrand, par sa victoire de Toronto. Le voilà qui revient au puits chez Newman-Haas, et voici ses commentaires. That's what I love about this series. You know, it's so unique. You know, so many different types of racetracks, and you have to be very versatile in the way you do things, the way you set the car up, the way you drive, and I like it. I like coming to a place like this, you know, after being at Toronto. On parle du caractère différent, évidemment, d'un circuit à l'autre. Raoul Boesel, un pilote en général très rapide à Cleveland. So it's the best we ever qualify, and I think the team made a lot of progress the last few races, and I just hope good results to come out from that position. Heureux de la progression chez Ray Logan, il s'est classé donc 9e au total. Beaucoup d'actions évidemment le lendemain. Dans le deuxième groupe, Ribeiro qui tentait d'améliorer son sort. On avait aperçu auparavant Brian Herta. Tout s'est joué dans les dernières minutes, Pierre, samedi. Villeneuve qui avait la pole provisoire. Mais à la toute fin, c'est De Ferrand qui est allé chercher. Villeneuve, il avait fait le coup précédent. On s'en souviendra à Road America. De Ferrand avait la pole. Villeneuve avait été le chercher à la toute dernière minute. Là, c'est dans son dernier tour, en fin de séance, que Gilles De Ferrand est allé chercher sa première pole en carrière à son 12e départ. Ah, c'est décidément satisfaisant, c'est sûr. En 4 courses, on a fait 3 pôles et puis là, on est 2e, donc c'est quand même très, très bon. C'est un bon signe que Team Green performe très bien et que notre Players Reinhardt est très performante. Donc, pour nous, pour cette course, c'est important d'être en avant. On mène le championnat à ce moment-ci et pour nous, c'est important d'avoir des bons points. Donc, partir en avant, ça peut nous permettre de justement travailler sur ces points-là. Oui, et puis partir 2e à Cleveland, évidemment, c'est pas nécessairement un désavantage vu le caractère assez particulier de ce virage numéro 1, n'est-ce pas? Les 3 premières lignes peuvent passer dans ce virage-là. Alors, il faudra voir ce que ça va donner au départ, effectivement. Et c'est maintenant le moment de retrouver notre collègue du Journal de Montréal, Pierre Lecourt. Bonsoir, Pierre. Bonsoir, Pierre. Alors, Pierre, dans votre article du Journal de Montréal du mardi, l'édition donc de cette semaine, vous avez fait mention de perspectives fort intéressantes pour Jacques Villeneuve. Est-ce que c'est à la fin de la saison ou d'ici la fin de la saison? Qu'en est-il exactement? Ce qu'on parle présentement pour Jacques Villeneuve, c'est pour la semaine prochaine. Tout simplement, c'est qu'on voudrait que Jacques se rende en Europe, en Angleterre, pour justement faire des essais de la Williams. Parce que présentement, on aurait conclu une entente de principe pour la prochaine saison pour que le retour de Jacques en IndyCar, afin que Jacques continue avec l'équipe Green et avec le support de Players. Sauf qu'avant de signer son contrat, Jacques voudrait probablement conduire une Formule 1 et avant de signer l'entente. Donc, ce qu'on lui propose présentement, c'est d'aller conduire justement une Williams, possiblement au circuit de Silverstone, où l'équipe Williams doit effectuer des essais la semaine prochaine. Comme on sait, il y a une course au Michigan durant le prochain week-end. Et après ça, Jacques a un week-end de congé. Donc, durant ce temps-là, il en profiterait pour aller en Europe. Bon, Pierre, qu'est-ce qu'il voudrait atteindre vraiment très spécifiquement comme objectif? Voir s'il est à l'aise avec la voiture, connaître un peu plus le monde de la Formule 1. Enfin, que veut-il savoir exactement? Je pense que Jacques il répète depuis des mois, je vais avoir toutes les cartes en main, je veux connaître toutes les données avant de pouvoir donner une réponse définitive et tout ça. Il connaît la proposition de Team Green, il connaît la proposition de Players. Il sait que, par contre, il y a toujours la Formule 1. Dans son entourage, on pousse très fort pour qu'il y ait en Formule 1.
Mais Jacques, pour le moment, dit qu'il veut revenir l'an prochain, sauf que on veut peut-être donner la chance de conduire une Formule 1 tout à coup qui voudrait soudainement aller directement en Formule 1. Mais les équipes de Formule 1 présentement, comme Bernie Ecclestone l'avait expliqué, puis ça c'est le cas parce que j'ai vérifié en Europe avant d'écrire la nouvelle, on est un petit peu froid à l'idée de le voir arriver directement en Formule 1 parce qu'on se souvient encore de l'échec du Michael Andretti. Et puis ça, on voudrait pas revivre ça, même si c'est avec le nom de Villeneuve. Ce serait facile à ce moment-là de le brûler. Donc Jacques, pour lui, je pense que lui, ce qu'il cherche, avant tout, c'est de faire des essais peut-être prochainement avec Williams, à la fin de la saison, possiblement avec Benetton et Ferrari, et dans l'optique de disputer la saison 1997, parce qu'il voudrait vraiment revenir. Moi, je pense que Jacques pourrait être champion à la fin de la saison et qu'il voudrait revenir défendre son titre et essayer de prouver, finir ses connaissances en sport automobile ici, avant justement de graduer en Formule 1. Bertrand? Oui, Pierre, est-ce que ces tests sont organisés véritablement par l'écurie Williams ou c'est plutôt de grands patrons de la Formule 1, dans Bernie Ecclestone, qui est intéressé à tester Villeneuve et à demander à Williams de lui rendre un petit service? Je pense que ça se passe un petit peu dans ce sens-là, avec l'aide. Moi, j'ai l'impression que c'est Craig Pollock en arrière qui travaille très fort pour que Jacques puisse aller conduire une Formule 1. Parce que Craig Pollock parle beaucoup plus de Formule 1 que Jacques Villeneuve lui-même n'en parle. Donc, les gens, en parlent plus en entour de Jacques que lui-même en parle. Donc, pour le moment, j'ai l'impression qu'on voudrait sonder le terrain, on voudrait voir ce que Jacques ferait au volant d'une Formule 1. Peut-être essayer de lui donner le goût d'être en Formule 1 aussi. Donc, à ce moment-là, mais définitivement, même Craig Pollock là-dessus est catégorique en disant c'est pas pour l'an prochain parce que on veut préparer 1997 parce qu'on voudrait faire des essais l'hiver prochain définitivement et par contre revenir ici en IndyCar. Bon, alors de toute façon, Pierre, si je reviens et je termine là-dessus avec le même article, on semble être à peu près à 90% là près d'une entente avec Barry Green et le commanditaire Players Limited. C'est ce que Barry Green affirme, c'est ce que Craig Pollock affirme. Et comme je l'avais déjà écrit au mois de juin, les gens de Players m'ont toujours dit, si Jacques Villeneuve veut revenir à IndyCar, nous voulons être encore associés avec Jacques Villeneuve. Bon. Donc, présentement, il faut pas être devin pour essayer de comprendre la situation. Je pense tout simplement qu'avant de signer, finaliser de plus l'entente, Jacques voudrait peut-être se payer le luxe de conduire une Formule 1. Et après ça, je pense qu'il va annoncer qu'il revient disputer la saison l'an prochain ici. C'est une envie bien légitime. Merci beaucoup, Pierre Lecourt. Ça fait plaisir, messieurs. Au revoir. À la semaine prochaine. Et nous, on va faire une pause et au retour, nous vous présentons la grille de départ de cette épreuve de Cleveland. Méville, qu'est-ce que tu penses qu'ils ont choisi, toi? La baleine. Le sous-marin. La baleine. Le sous-marin. Bon, on va le savoir bientôt. Ce qu'on fait en attendant? Cap sur la fraîcheur avec la nouvelle Molson Grand Nord. Pour vous, la nature, c'est spectaculaire, magnifique, romantique. Mais pour Participation, c'est en réalité un immense centre de conditionnement physique dont l'entrée est gratuite. Une simple journée passée dans le plus grand centre de conditionnement physique au monde. Participation. Voyons ce que nous avons aujourd'hui. Des flacons. Oh, non, mais tout de même, ça ne convient pas très bien à la tradition de la maison. Il manque un peu d'enjolivement culinaire, un peu de style, qu'on y ajoute, je ne sais trop, une ganache, un coup d'yeux au mur, peut-être. Hey, pas pire. Kellogg Cornflakes. Goûtez-y encore pour la première fois. Exquis. On s'est inspiré d'un coin de pays très frais pour lui donner un goût qui descend vraiment bien. Cap sur la fraîcheur avec la nouvelle Molson Grand Nord. Nous sommes de retour à Cleveland. Voici la grille de départ de cette épreuve. C'est une grande première pour lui en carrière. Gilles Deferrand, à ses côtés, Jacques Villeneuve, des vitesses records, évidemment.
Brian Herta et Théo Fabi qui confirment encore une fois la magnifique progression de la voiture de l'écurie Forsythe. André Ribeiro, parti du deuxième groupe, ça il fallait le faire quand même, et Paul Tracy. Par la suite, on retrouve Scott Pruitt, résultat encore assez probant pour l'écurie de Pat Patrick à pneumatique Firestone, et à ses côtés, Robbie Gordon. Raoul Boycel, plus rapide que son patron, Bobby Rahal. Et à ses côtés, Michael Andretti. Quelle chute de la pause provisoire vendredi, la 10e place samedi. Voilà, Bobby Rahal et Mauricio Gugelmin, quand même encore assez rapide pour Pac West. Al Unser Jr., quelle catastrophe pour Penske en qualif. Danny Sullivan sur l'autre Pac West. Par la suite, Jimmy Vasser, c'est décevant pour lui qui allait bien depuis quelques semaines. Christian Fittipaldi, son oncle Emerson et Adrian Fernandez. En 10e ligne, Parker Johnstone et Stéphane Johansson. Eddie Cheever pour AJ Foyt et Eric Bachelard en 11e. En 12e, Matsushita et Zampedri. En 13e ligne, Carlos Guerrero et Marco Greco. Et seul en 14e ligne, Eliseo Salazar. Alors voilà donc quelques détails sur cette épreuve de 90 tours. Gagnant de l'an dernier, Al Unser Jr. Et évidemment, la fenêtre de ravitaillement entre 30 et 32 tours. Voilà ce que ça donne au niveau des points pour cette coupe PPG, le championnat. Et ce que vous regardez par la suite, c'est le nombre de tours passés en tête. C'est Andretti qui mène à ce chapitre. On sait qu'il a mené beaucoup de courses, presque toutes les courses de l'année d'ailleurs, mais beaucoup d'ennuis à terminer. Pierre, on peut peut-être mentionner que les 3 derniers vainqueurs à Cleveland sont partis de la position tête sur la grille. Alors, peut-être avantage théorique à De Ferrand, oui. Qui est à la recherche de sa première victoire à lui. Et l'équipe Hall n'a pas gagné depuis sa première course à son retour à IndyCar en 1991 en Australie. On sait que Hall courait dans les années 70 avec ses chaparades, entre autres. Et c'est la première pole aussi donc, de cette écurie depuis ce temps-là. Avant ça, ça revenait en 1981 avec Johnny Rutherford. Ça, pour ceux qui suivent la Formule Indy depuis longtemps, donc on voit les positions au classement pour des manufacturiers de châssis. Et pour les moteurs, les motoristes, vous avez vu également au chapitre des nations auparavant. C'est un petit peu quand même un petit peu bidon là ce classement parce que il y a tellement plus de pilotes américains que de d'autres provenances, mais vous avez vu qu'avec Tracy et Villeneuve, le Canada se classe drôlement bien. Alors Bertrand, ce qui était étonnant, c'est que les Lola avaient dominé la séance du vendredi, mais quand on regarde les temps par la suite qui ont été enregistrés samedi, Reynard, les 5 premiers donc. Reynard, et c'est un moteur cependant Mercedes qu'on retrouve à l'avant, et par la suite 3 moteurs Ford. Officiellement la première pole pour un moteur Mercedes, mais rappelez-vous que l'an dernier il s'appelait Ilmore, beaucoup de pole avec Unser et Fittipaldi, et avant il s'appelait Chevrolet, beaucoup de pole là aussi. Ça c'est sûrement l'un des points de caméra le plus intéressant de face. Les voitures qui sont alignées correctement. De Ferrand accentue le rythme. Villeneuve qui a dû freiner pour ne pas le dépasser. Surveillé à la droite. Le vert est donné et on roule. La Cleveland est dès le départ. Il y a eu contact entre Ribeiro notamment et l'autre est Paul Tracy. Et là, Fabi vient voler l'intérieur à Villeneuve qui veut rejouer le même tour à Fabi au virage numéro 2. C'est exactement ce qu'il faut faire à Cleveland. Les autres voitures qui réussissent à passer derrière. Et on aperçoit Paul Tracy qui est de retour en piste, mais il y a déjà eu contact entre lui et Ribeiro. Alors, les voitures devaient passer 2 à 2 dans le dernier virage, qui est une espèce de chicane, virage très serré. On s'est touché avant même le drapeau vert. Ribeiro qui s'est peut-être rabattu un peu sur Tracy, qui n'a pas l'air content, on a vu lever la main. Alors, Tracy a pu continuer. Ribeiro... il y a eu Pruitt aussi impliqué là-dedans qui a touché lui Ribeiro. Alors imaginez contact avant même le départ de la course. On va revoir ça avec la caméra à bord, là. Ça va être intéressant. Alors, Pruitt, tête à queue, impliqué là-dedans. Ribeiro est resté sur place lui. Alors, ça va être très coûteux pour ces deux pilotes alors que le peloton revient pour compléter le premier tour. De Ferrand qui s'est maintenu devant Villeneuve. Oui, et Jacques qui a repris la position volée par Fabi au 1. Il lui a coupé l'intérieur au virage numéro 2. Et voilà Rahal en lutte avec Al Unser Jr. Bon, moi, je viens de voir Andretti aussi 5e, parti 10e. Alors voilà cette reprise à bord.
La voiture de Tracy, Ribeiro est à sa droite. Alors, vous voyez, tout le monde tourne 2 à 2 devant, sauf là Ribeiro qui se referme. Il va au point de corde devant Tracy. Moi, il me semble que Ribeiro n'a pas laissé la place à Tracy pour que les voitures tournent 2 à 2 dans ce virage, comme les gens le faisaient devant. On l'a très bien vu. De Ferrand-Villeneuve. Et la deuxième ligne avec Herta et Fabi. Tout le monde a bien pris ce virage en chicane, là, sauf Ribeiro qui a voulu tourner comme s'il était seul en piste. Alors, Gilles de Ferrand, donc, qui se retrouve en tête. Un qui en a profité, c'est Andretti, 5e, Pierre. Quel départ! Et là, c'est très serré, les 3 premiers. Hein. Si vous vous demandez si c'est la première fois que de Ferrand mène des tours, eh bien non, de Ferrand a déjà mené 4 tours préalablement. Voilà Fabi en 3e. On a aperçu Brian Herta derrière Fabi. Et on revient donc sur la portion en sens inverse à Cleveland. Négociation de ces 2 virages extrêmement serrés. C'est presque une chicane. Et très courte portion par la suite pour négocier le virage numéro 7. On revient au 8 et là, c'est dans la portion extrêmement rapide. De Ferrand qui avait déjà mené à Road America, l'avant-dernière course. Quelques tours sous le jaune, il avait ravitaillé plus tard que tout le monde. Il avait profité pour rouler en tête. Mais gaffe en fin de course, s'était ramassé dans un mur de pneus. Alors revoyons ce départ. Regardez les 2 premières rangées. On est côte à côte, 2 par 2. Alors regardez, 2 par 2, tout va bien. Mais on voit que Ribeiro lui tente de passer tout seul. C'est vraiment clair sur cet angle de vue. Et Pruitt, lui, qui dérape en arrière. Alors, les 2 premières rangées sont très bien passées. C'est vraiment Ribeiro qui a voulu prendre sa trajectoire comme s'il était seul en piste. Il est allé au point de corde, a vraiment coupé le chemin à Tracy. Et responsable, d'après moi, Ribeiro, de cet accrochage. C'est une excellente analyse parce qu'au départ, la formation commande qu'on soit 2 par 2. Oui, c'est quand même pas, comme tu dis, c'est pas en course là où on veut prendre le point de corde normal. Oui. Pruitt qui est reparti 1 tour en retard déjà. Ça, c'est malheureux pour lui. Sa course est gâchée déjà. Oui. Pruitt à 1 tour et Tracy seulement s'il n'y avait pas une suspension touchée, abîmée lors de ce contact. Il a poursuivi en piste, mais parti bon dernier, lui, Tracy, évidemment. Et pour Firestone, ça avait été un bon week-end jusque-là. Ribeiro 5e et Scott Pruitt 7e. L'an dernier, aucun drapeau jaune à Cleveland. Donc, quand on parle d'un circuit qui est différent des circuits urbains traditionnels avec des murets de béton très étroits, celui-là est très permissif. Il y a des espaces de dégagement. Et voilà Unser, Pierre, 7e déjà, il était parti 13e. Alors, c'est l'autre belle remontée, ça avec Michael Andretti. Andretti de 10 à 5, Unser de 13 à 7. Et là, il a un adversaire pas facile à doubler habituellement. Robbie Gordon devant lui. Week-end, on pourrait le dire comme ça, déterminant pour Robbie Gordon. Lui qui a 91 points, voudra en marquer le plus possible. Entre Real, Gordon, Andretti, aujourd'hui, si l'un de ceux-là ne marque pas de points, ce pourrait être un moment clé dans la course au championnat. Alors, on aperçoit les dommages à la voiture de Ribeiro. Et on revient là avec une séquence intéressante à bord de l'hélicoptère. Ribeiro qui venait de déraper à nouveau, si je comprends bien, Bertrand. Ou est-ce qu'on l'a tout simplement relancé? Ah non, il était encore immobilisé. Oui, exact. Et là, on vient de le relancer. Oui. 4 tours de retard pour le pauvre André Ribeiro. Et là, il va se trouver devant les meneurs, donc ça peut être un facteur éventuellement lors des dépassements. Quoique c'est tellement large, on l'a dit, normalement, ne devrait pas avoir de problème. Mais ça, il faut toujours que le pilote fasse preuve de bonne volonté. Oui. Alors le voilà, Ribeiro, donc avec tout ce retard dont Bertrand a parlé. Il se retrouve immédiatement devant le meneur Gilles de Ferrand. Pas menacé pour l'instant par Jacques Villeneuve. Les 3 premiers, là, ont semblé, pour l'instant, là, garder calmement leur position. C'est une course longue, rappelons-le, 90 tours au total. Voyons voir comment Ribeiro va agir lorsqu'il verra le meneur se présenter. Alors, De Ferrand qui semble passer, là, pour l'instant. On arrive au point faible de ce circuit, c'est cette chicane ici. Lorsque vous êtes pris derrière un retardateur dans cette chicane, vous ne pouvez pas le dépasser. Vous pouvez perdre de précieuses secondes parce que c'est trop serré. On ne peut pas vraiment dépasser dans le virage comme tel. Bon, et Ribeiro, je pense qu'il a réglé le problème pour laisser passer les meneurs. Il est rentré au point. Exact. Alors, ça règle la question pour lui.
Oh, Unser, là, au freinage, tout près de Robbie Gordon, au virage numéro 1. En dérapage aussi en sortie de virage. Ça sent une bonne journée finalement pour les Penske. Assez terrible récemment. Et ça semble vraiment des problèmes incurables parce qu'on lit les commentaires de Hunter et de Fittipaldi. Oh, la voiture n'était pas si pire aujourd'hui. On semble avoir vraiment abandonné cette saison 95. On sait que la semaine prochaine, nous serons en plein cœur des actifs de Roger Penske. Nous serons à son circuit, celui du Michigan. Pour préparer ça, l'écurie Penske ira tourner à Indianapolis. On va espérer de bons résultats sur cet ovale pour sauver l'honneur de Roger. À bord de la voiture de Paul Tracy, donc occupé à orchestrer sa remontée. Mais on a l'impression que la voiture est peut-être difficile à conduire, enfin. Alors voilà ce que ça donne après 7 tours sur 90. Jacques Villeneuve est toujours deuxième. Les positions de 7 à 12 maintenant sont de retour dans quelques instants à l'antenne du Réseau des Sports. On vous a toujours dit, pas de neige, pas de ski. On vous a toujours dit que pour s'offrir une bière de qualité, il y a un prix à payer. Heureusement, vous ne les avez jamais écoutés. Le goût rafraîchissant de la Miller Draft. La grande bière à prix cool. Le Parc Jarry se prépare à une avalanche de superstars. Et RDS est de la fête pour suivre les plus grands noms de l'ATP. Un tableau des plus impressionnants regroupant les meilleures raquettes au monde. Du jamais vu en sol montréalais. Un tournoi qui ne vous laissera pas indifférent et où la lutte sera féroce pour détrôner le champion en titre, André Agassi. L'Omnium du Maurier Limité, en direct à RDS du 24 au 28 juillet. Ce n'était qu'un avant-goût. Faites vite, composez le 380-9797 ou 1-800-363-5051. Le Grand Prix Players Limité de Trois-Rivières, les 4, 5 et 6 jours prochains. On est content parce que l'équipe et moi-même, on était des recrues. En étant associés avec Ford, c'était très important pour nous parce que ça nous donnait quand même une bonne poussée derrière le dos. Étant québécois et courant en Formule Indy, avec des bons résultats l'année passée, que Ford nous accorde leur confiance, était très important pour nous. Ford, des idées qui font du chemin. Nous sommes de retour à Cleveland. Nous voyageons à bord de la voiture de Christian Fittipaldi. Alors, un week-end assez difficile pour Christian Fittipaldi, pour Derek Walker. On passe vraiment tout près du muret de protection, de l'entrée de la ligne des puits, Bertrand. Fittipaldi, on l'envoie déjà chez Ganassi l'an prochain pour remplacer Herta. Imaginez, Ah oui? ça commence déjà ces rumeurs-là. Bon, on n'est pas tellement content des résultats de Herta cette saison. Jusqu'ici, effectivement, c'est pas excessivement probant. Il est vraiment dominé par Vasseur, son coéquipier. Herta, meilleur résultat, 10e en début de saison à Miami. Après ça, 13e, 14e, beaucoup d'abandon. Alors, on ne serait pas content d'Herta chez Ganassi. On envisagerait donc de le remplacer par Fittipaldi. Oui, 4 petits points seulement depuis le début de la saison. 11 départs et 3 fois seulement, il a rallié l'arrivée. On a aperçu André Ribeiro pendant que nous promenions à bord de la voiture de Christian Fittipaldi. Alors, Ribeiro, journée de travail terminée pour lui lorsqu'il est de retour au puits, lorsqu'il s'est présenté, dis-je, à nouveau au puits de ravitaillement. Vous mentionnez aussi que Unser est en train de descendre au classement. Il aurait des ennuis électroniques avec son moteur, de gestion électronique du moteur. Alors, il est en train de descendre. Là, il est rendu comme 12e
À ce stade-ci de la course, il était monté jusqu'à 7e, rappelons-le, en début de course. Alors, ennui encore pour les Penske, c'est assez incroyable. Oui. Hunter qui coule au classement. Voilà Jacques Villeneuve. Jacques toujours 2e. Oui, mais 5-6 secondes là, de Ferrand. Oui. Et là, c'est Fabi qui s'approche de Villeneuve. Et ça va être la belle bagarre là, pour la 2e place. Oui, de Ferrand qui vraiment s'avance. Et ça, c'est très intéressant également. Il y a un hélicoptère qui réussit à suivre les progressions des voitures sur le circuit de Cleveland. On est au-dessus d'un aéroport. On utilise tous les aéronefs disponibles. Vous avez vu également le dirigeable Goodyear qui est là. It is incredible. I was hit from the behind even before the start. I think people need to have more attention and cut for sure. They must have to do something with them because if those things keep happening, it's very bad. Qu'est-ce qu'il raconte, Bertrand, qu'il a été frappé par derrière? Je pense que Ribeiro est un peu de mauvaise foi là quand même là-dessus. Il accuse Tracy de l'avoir heurté de l'arrière alors qu'on l'a bien vu, surtout de la prise de vue d'hélicoptère. On a bien vu que c'est lui qui s'est rabattu sur Tracy alors que normalement on devait passer 2 par 2 dans ce virage. Il a tenté de passer tout seul, prendre la trajectoire de course comme s'il était seul en piste. C'est vraiment lui qui s'est rabattu sur Tracy. Et Tracy, on ne se gêne pas de l'accuser quand... Quand il le faut, et ça, c'est 50% du temps à peu près. Oui, d'accord, mais cette fois-ci, c'était vraiment pas Tracy qui était en faute pour cet accrochage. Une nouvelle génération de pilotes qui semble avoir beaucoup de difficultés à admettre les erreurs personnelles. Hein, et c'est vrai dans toutes les séries jusqu'à maintenant. J'ai jamais entendu autant de pilotes cette année dire « Ah, j'ai été frappé par derrière, j'ai été frappé par derrière. » Oui, mais... Ou encore, on m'a fermé la porte devant. Oui, c'est ça. On n'était même pas à la hauteur de la voiture. On tente un dépassement suicidaire à la dernière seconde. Il y a accrochage. On accuse le pilote en avant de ne pas avoir laissé la porte ouverte, mais... Bon, regardez Hunter, des problèmes. Et là, il recule tellement qu'il se retrouve devant Emerson Fittipaldi. Roger Penske doit avoir des ulcères, Bertrand, à regarder cette séquence-là présentement. Ces deux voitures complètement en fond de peloton après avoir tellement dominé l'an dernier. On l'avait dit, hein, c'est les deux côtés de la médaille. Lorsque vous êtes le seul à fabriquer votre propre châssis en IndyCar, on sait que Penske est la seule équipe qui fabrique ses propres monoplaces. Donc, on voit même Fittipaldi aller chercher Hunter. Alors donc, quand c'est réussi, ben ça donne ce qu'on a eu l'an passé, domination des 3 Penske. Rappelons qu'on était 3 l'an passé avec Tracy. Cette année, le châssis est raté. Alors, on voit ce que ça donne. On a même été obligé d'emprunter des voitures pour tenter de se qualifier Indianapolis. Alors voilà Christian Fittipaldi, Adrian Fernandez, par la suite les deux Penske et Johansson qui passe. En fait, Al Unser quand même fait proprement ce qu'il a à faire présentement. Il a des ennuis de moteur. Il a des ennuis, il laisse passer les autres voitures. Tiens, en voilà un qui ne cherche pas à s'échapper, à se dérober en entrevue. On l'a vu à Toronto. Ouais. Très honnête. À bord de la voiture de Robbie Gordon maintenant. Il est derrière Andretti. Ne pas avoir de muret de béton, on a l'impression que si on se met à la place du pilote, et Dieu sait qu'on est bien placé avec cette caméra, Bertrand, on aurait envie nous aussi d'appuyer à fond sur le champignon, comme on dit. Il y a Tracy qui remonte. Pierre nous mentionne qu'il serait 17e. Alors de dernier, c'est-à-dire 27e là, à 17e. Alors pas si pire. Ben, il est capable de le faire, Tracy. Ce ne serait pas sa première remontée en carrière. Et là, Michael Andretti, Robbie Gordon. Oh, on a bien failli se toucher. Et on revoit ça depuis la voiture de Michael Andretti. Oh, et là, Robbie Gordon qui vient de déraper. Ce que vous avez entendu, ce sont les communications radio entre Derek Walker et Robbie Gordon. Et là, Derek Walker dit à Robbie Gordon, reste calme, tu vas le rattraper à un moment donné sur la piste. Gordon qui a tenté d'aller chercher Andretti. On a tellement retardé le freinage qu'on est passé hors trajectoire. Et quelle belle maîtrise, ne pas partir en tête à queue de la part de Gordon. Il a préféré tirer tout droit et ça, c'était très intelligent de sa part. Au lieu de tenter de rattraper la voiture et partir en tête à queue.
Et voilà. Il rate son freinage. Là, ben, tout est à refaire pour Gordon. Et avoir de l'espace comme ça sur la pelouse, c'est rassurant pour les pilotes si jamais une situation comme celle-là se présente. Oui. Matsushita laisse le passage à Jacques Villeneuve et à Théo Fabi. Matsushita a rencontré un oiseau en qualification. Il a dit, je voyais un petit point noir sur la ligne droite, je croyais que c'était une abeille. Finalement, c'était un oiseau parce qu'avec la distance et la vitesse, ce qu'il croyait être une abeille s'est révélé être un oiseau qui a frappé sa voiture. C'est un peu dangereux. Et Bertrand, je te parie, c'est à la blague, qu'il n'a pas laissé le passage à l'oiseau. Alors voilà, Unser, 16e. C'est très difficile aussi pour AJ Foyt. Hein. Après un peu d'espoir tôt en saison. On a sauté un moteur en qualification aux essais, le warm-up, le matin avant la course. Et AJ lui-même était avec quelques outils en train de changer de moteur sur sa voiture. Alors, typique de Unser, moi, de Foyt, sauf qu'on disait qu'il ne criait pas après les mécaniciens parce qu'il préférait lui-même jouer avec les outils. Beaucoup de difficultés à déléguer. Ouais. Voilà ce que ça donne après 15 tours. Nous serons de retour dans quelques instants à Cleveland, à l'antenne du Réseau des sports. C'est le temps de votre goûter préféré. De McCain. Des pizzas pochettes. McCain a emprisonné tout le bon goût d'une pizza dans une pochette délicieuse dès la première bouchée. C'est le temps de votre goûter préféré. Oui, tout le bon goût d'une pizza dans une croûte qui est cuite et non frite. Il n'y a donc ni fuite ni gâchis, juste un goût super. De McCain. Les pizzas pochettes. Tout le bon goût d'une pizza. Cet été, il fait chaud sur les ondes de RTS. Pour vous donner un aperçu de ce qui vous attend, on vous amène faire une balade sur le sentier des émotions fortes. 3, 2, 1! Cet été à RDS, la vitesse est au rendez-vous avec les grands prix de Formule 1. Elle est également à fête avec les Québécois Jacques Villeneuve en Formule Indy, Claude Bourbonnais en Indy Light, Patrick Carpentier en Formule Atlantique, ainsi que Miguel Duhamel et Pascal Picotte dans la série Superbike. Puis, RDS vous fera vivre l'action de vos amours, les Expos de Montréal, ainsi que celle des Blue Jays de Toronto. Côté tennis, vous pourrez savourer les plus grands tournois de la planète, dont celui du US Open et de l'Omnium du Maurier Limité. En plus de suivre les vedettes de la PGA et les doyens du circuit senior, RDS couvrira la classique du Maurier, disputée sur les allées du club Beaconsfield. Pour ce qui est de nos fiertés locales, RDS s'en occupe avec des matchs de soccer de l'Impact et de l'équipe de roller hockey, les Roadrunners. Super! RDS inondera littéralement les ondes avec d'autres émissions telles Planche à voile, Stock Car, Camping Caravaning, Motomarine, Rodéo, Chasse et pêche et football pour n'en nommer que celle-là. C'est donc un été excitant. Un été bien rempli qui vous attend sur les ondes de RDS. Les vrais professionnels du sport. Cleveland, toujours Théo Fabi en 3e derrière Jacques Villeneuve. L'écart est minime entre les deux. C'est à peu près le cas depuis la lancée de cette course. Voilà Bobby Rahal. Alors Rahal, une saison bien plus remplie de belles choses. Hein. 2e au classement, 94 points. Il n'a mené que 2 petits tours cependant dans toute la saison. Il ne s'est jamais vraiment retrouvé en position de gagner une course. Mais il joue la carte de la constance et ça risque d'être payant. Parce que même à Toronto, tu te rappelles, il avait dû lever le pied derrière Michael Andretti parce que la voiture risquait de surchauffer, ou en fait le moteur, je devrais dire. Et il a donc dû simplement se contenter de cette 2e place. Mais c'est quand même 16 points, une 2e place. Alors, beaucoup de monde, hein? On parle de 150 000 personnes pour la fin de semaine. Alors, encore un succès populaire pour l'IndyCar à Cleveland. Quelle année pour partout l'IndyCar. Et l'avantage de Cleveland, c'est que lorsque vous êtes assis dans les estrades, vous pouvez voir tout le circuit ou presque. Alors, c'est vraiment l'avantage de cette piste. Oh! Ah, Tracy, tiens! Bon. Perte de contrôle pour Paul Tracy. Oh. Et est-ce qu'il va réussir à repartir? J'ai l'impression qu'il a calé le moteur. Je suis pas sûr que la transmission aimait ça lorsqu'il a fait tourner ses roues dans l'herbe humide.
sur le bord de la piste avant de repartir. Je suis pas sûr que les demi-heures de transmission aient apprécié ce traitement. Non. Et c'est pas un endroit non plus très sécuritaire là sur la piste. Alors, on est au 18e tour. Tracy qui venait de revenir dans 17, 18e, 19e position à peu près, là, était en bagarre pour la 17e place. Alors, tête à queue, moteur calé. On pourrait dire à la sortie de la voie de circulation Delta. en marge de la piste 06 gauche ou 24 droite, selon l'axe. On voyait un drapeau jaune agité, donc drapeau jaune localisé seulement pour l'instant. Il ne semble pas qu'on va neutraliser la course sous drapeau jaune. Parce que c'est très large, les pilotes peuvent bien voir d'avance où est la voiture de Tracy. C'est pas comme à Toronto qui est mur de béton là, qui limite la visibilité, alors on considère qu'il y a moins de danger. Alors seulement un drapeau jaune localisé pour l'instant. Il faudra voir si on pourrait aller pousser ou aller chercher Tracy avec une petite camionnette carte jaune comme on voit régulièrement. Bon, ben alors à défaut de la camionnette, il y a déjà quelqu'un. Ah ben oui, la camionnette est là puisque on vient de... Il vient installer le câble pour le tirer, tout simplement, pour le ramener. Voilà comment ça s'est passé. Oh, il s'est fait passer par Cheever et déconcentré ou poussé hors trajectoire. Là, il a perdu le contrôle de sa voiture. Reprise, Cheever qui passe à l'intérieur. C'est ça, Tracy était hors trajectoire, donc sur la partie plus sale, plus glissante de la piste, a perdu le contrôle. Est-ce que tu as vu Sam Pedri derrière qui a failli l'emboutir, a donné un coup de volant vers la gauche? Regardez quand il repart, regardez les roues arrière, si on peut le voir. Non, malheureusement, il a... Oh, tête à queue de Sullivan. Sullivan maintenant. Même endroit. Oui, au numéro 4. Hein? Ouh, ça aurait pu être dangereux, ça. Ah, Tracy, regardez, reprise. Cheever s'en vient. Ah, il est déjà hors trajectoire. Hein. Cheever le passe et oups, rien à faire. Ah. Encore une journée mouvementée pour M. Tracy. Ben, c'est une année mouvementée pour Paul Tracy. Avec cette histoire de fracture au pied en plus en faisant du karting. Alors, on verra. Certains pensent quand même toujours qu'il est de retour chez Penske l'an prochain, mais... Ça sera le 15 août, date de l'option de Roger Penske. On espère qu'il va se décider le 15 août et l'annoncer le 15 août pour faire traîner ça. Ah, et voilà, abandon pour Tracy. Bon. Sauf que là, il commence à perdre des plumes un peu, Tracy. Il alterne tellement le chaud et le froid, l'excellent et l'atroce lors de cette saison. Exact. Et évidemment, Tracy qui avait 78 points, on n'aura pas plus que 78, évidemment, en quittant Cleveland. Alors, ça en fait peut-être un aspirant de moins en moins sérieux pour le titre. À bord de la voiture de Stefan Johansson, maintenant. Alors, la formule n'est pas compliquée chez Bettenhausen à chaque année. On récupère les Penske de l'année précédente. Son heure de gloire, Johansson est peut-être survenu à Indianapolis lorsqu'il a sorti Emerson Fittipaldi et sa Penske de la grille de départ de la dernière journée de qualification pour lui voler une place sur la grille avec une Penske de l'année précédente. Imaginez l'injure à Roger Penske. Alors, 14e pour l'instant, Johansson. Qui, au classement, a quand même amassé 37 points hein, pour Tony Bettenhausen. Mauvaise fin de semaine, hein, 2 moteurs sautés lors des essais pour Johansson. Une écurie qui tarde à grimper d'un cran sur Bettenhausen. Oui. Voilà Paul Tracy donc. What finally put you out? Well, I just was having a battle. The car was never handling right from then. We bent something on the front, and the Budweiser car wasn't handling well, and then I ended up spinning, and you know, we're 5 laps down, so it's really an exercise of nothing, so we just decided to park it and not waste our time. Tell us your version of what happened, though, on the start. Well, everybody was supposed to go through 2 abreast, and Andre didn't give me enough room and came across in front of me, so you know, everybody else got through, except there wasn't enough room. Andre wanted to go single file, so that was frustrating to have contact before we even got to the green flag. Bon, alors, il a vu la même chose que nous, finalement, depuis l'intérieur de sa voiture. Il a dit, écoutez, on doit passer à 2 à cet endroit. Et Ribeiro ne m'a jamais laissé de place. Et préalablement, ce qu'il a dit, c'est que depuis le contact au premier tour, le comportement de la voiture est absolument épouvantable. Et il a dit, plutôt que de risquer toutes sortes de choses, on était déjà très loin derrière tout le monde. On a choisi de revenir au puits tranquillement. C'est peut-être sage. Hein?
Et là, on est devant la voiture de Johansson. Ouais, Johansson, troisième à Nazareth, ce qui égalait son meilleur résultat en carrière en IndyCar. Ça fait pas beaucoup d'amis, par exemple. Hein? Johansson, il a mis Herta dans le mur à Toronto, on s'en rappellera. Et De Ferrand, lui, poursuit toujours sa domination. C'est vrai qu'il est habitué de rouler en avant en Formule 3000, donc c'est pas quelque chose de nouveau pour lui, rouler en tête d'une course. Il connaît la pression. Alors de ce point de vue-là, ça peut aller. On peut espérer qu'il fasse une bonne performance aujourd'hui, qu'il ne craque pas là, sous la pression. D'autant plus qu'il y a quand même un petit coussin là, sur Villeneuve et Fabi. Oui, on les aperçoit derrière, parce que évidemment Unser et qui est là, Guerrero derrière, ne sont pas dans le coup. Tiens, voilà Villeneuve, Fabi toujours très près. Donc Guerrero, il vient de signer pour l'an prochain avec Dick Simon. On parle de 4,5 millions de dollars. Contrat de location, ça, de la voiture. Alors 4,5 millions divisé par 15 courses, ça fait combien de location par course? Il y a 300 000. Alors ça me donne le prix d'une... Parce qu'effectivement, il faut l'appeler comme ça. C'est une location de volant chez Dick Simon. Vous arrivez avec un budget. C'est un groupe agroalimentaire mexicain. Alors, Guerrero qui sera là. Oh! Fittipaldi qui arrête là, avant l'entrée des puits. On voit un peu de feu, là, quelques flammes derrière l'arrière de la voiture. Ça va être le moteur. Pas très content, Fittipaldi. Non, qu'est-ce qu'il faisait? Il montrait le point? C'est peut-être la déception. La déception, oui. Il aime beaucoup gesticuler au volant. Hein? On l'a vu à quelques reprises cette saison. Fittipaldi qui était 13e. Il était parti 16e, alors ça allait plus ou moins bien pour lui. Peut-être des ennuis de moteur dès le début qui ont fait qu'il ne pouvait vraiment gagner des places. Alors abandon déjà pour Christian Fittipaldi. Sauf qu'il est à un endroit où on a pu le retirer rapidement. Un jaune localisé évidemment à cet endroit. Fittipaldi, 46 points cette saison. Et là, on ne prend pas de chance. On voit qu'avec de l'eau, là, on veut éviter ces flammes invisibles, le méthanol. Donc 46 points, Fittipaldi est toujours premier au classement des recrues. C'est facile, hein, au classement des recrues. Il n'y a pas vraiment de menace cette année. Alors l'un de ceux qu'on appelle The Boys from Brazil aux États-Unis. Les garçons du Brésil. On sait que le Brésil représente le quart de la grille. C'est quand même absolument extraordinaire. 7 pilotes sur 28, sur 27 en fait Cleveland. Donc le quart de la grille brésilien. Imaginez, c'est assez incroyable. Et on peut comprendre qu'Andrew Craig a voulu amener son spectacle au Brésil. Évidemment, question d'encore plus profiter de cette ferveur locale. Oh, Fabi! Attention, Fabi, Villeneuve en lutte. On se sert un peu d'Hernandez comme bouc émissaire devant, là. Et on est au 25e tour. On prévoit des arrêts vers le 30e tour. C'est l'autonomie en essence. 30 tours, vous multipliez par 2, ça vous donne 2 arrêts. Seulement pour une course de 90. Surtout, vous l'avez dit, Pierre, l'an passé, pas de jaune. Donc, on roule vraiment à fond de train. Alors qu'on voit le premier de ces arrêts. Donc, on sait tout, ça, au 25e tour, Gordon. Gordon, 25 x 2, ça marche pas, ça. Ça veut dire 3 arrêts, probablement, pour Gordon. Et comme... je sais qu'on se répète, mais il faut le rappeler quand même. Il ne faut pas compter sur les drapeaux jaunes à Cleveland. Très mauvais pour Gordon, ça. Déjà un arrêt. À peu près 5 tours avant ce qui est prévu pour les autres. Ennui de consommation chez l'écurie Walker. Gordon, Ken Reynard, Cosworth, pourtant, tout comme Villeneuve, entre autres. Villeneuve, qui est l'écurie Green, qui est le roi de la consommation cette année. Je pense qu'on peut l'affirmer sans se tromper. On demeure en piste plus longtemps que les autres, ce qui est toujours appréciable dans une course de Formule IndyCar avec toutes ces stratégies de ravitaillement. Je comprends. On a vu Carlos Guerrero laisser passer Villeneuve et Fabi. Il faut qu'il ramène sa voiture intacte, évidemment. Et Fabi, qui encore une fois s'est présenté à l'intérieur, mais il sait très bien qu'il faut aller un peu plus large à la gauche pour bien négocier le virage. Je pense que Dick Simon fait des examens de scratch sur sa voiture. Là, comme pas de voiture de location. En belle bagarre là, pour la 2e place. Fabi, on l'a dit, hein, il va être de plus en plus motivé en fin de saison avec Greg Moore de l'écurie Forsythe Indy Light qui domine tout dans cette série, qui lui pousse un peu au derrière. C'est sûr qu'il aimerait avoir ce volant. Oh, Fabi encore
Et, pardon Bertrand, il n'y avait pas que Christian Fittipaldi qui s'est arrêté au même 22e tour. Emerson Fittipaldi a dû s'arrêter également. On écoute ses commentaires. When the water system started leaking, I was feeling the rear tires. I started getting loose the car. The last 5 laps I had to back off, and now we cannot continue, unfortunately. The car was running strong. I was hoping for a good race today. This is your 25th anniversary this weekend of getting into a racing career, and I know this season is probably as frustrating as any one you've had. Has that been the case? I think it's very frustrating, but we have to work hard to come back again, and everybody at Marlboro Team Penske are working really hard, and we are looking for the Marlboro, Michigan, the Marlboro 500 Michigan now next weekend. Thanks, Emerson. Let's go to Jack Arute now in Robbie Gordon's pit. Alors, évidemment, Fittipaldi explique que c'est très frustrant cette saison. Il faut travailler très fort pour revenir. Le problème, le système de refroidissement. Enfin, on a perdu il y a eu un bruit, toute l'eau s'est écoulée de la voiture. Elle a rendu donc pour le moteur par la suite. Et un problème de train arrière également. On fait une pause, on sera de retour dans quelques instants. On vous a toujours dit, pas de neige, pas de ski. On vous a toujours dit que pour s'offrir une bière de qualité, il y a un prix à payer. Heureusement, vous ne les avez jamais écoutés. Le goût rafraîchissant de la Miller Draft. La grande bière à prix cool. Ce n'était qu'un avant-goût. Faites vite, composez le 380-9797 ou 1-800-363-5051. Le Grand Prix Players Limité de Trois-Rivières, les 4, 5 et 6 jours prochains. Ford est un leader en course automobile. La course automobile est très technologique et pour être au top niveau de ce monde-là, il faut avoir recours à tout. C'est aussi un des meilleurs bancs d'essai pour essayer de nouvelles choses et qui peuvent après être utilisées dans des voitures de série. Que Ford a su rester à ce niveau-là pendant plusieurs années est quand même très impressionnant. Ford, des idées qui font du chemin. Quand le départ est donné sur le circuit de l'autodrome Saint-Eustache, l'action ne se fait jamais attendre, car au volant de leur engin diabolique, ces démons de l'asphalte roulent à un train d'enfer. Attachez bien vos ceintures, les stock cars s'en viennent à vive allure et ils tourneront sous vos yeux vendredi 18h à RDS. Nous sommes de retour à bord de la voiture de Brian Herta. Herta qui est rendu 4e. Et Gordon est tombé 12e puisqu'il était le premier ravitaillé. Alors, il pourra se replacer lorsque les meneurs entreront puis. Bon, mais ça commence avec De Ferrand. Oui, il y en a bien d'autres, mais vraiment, là, le meneur, c'est lui qu'on doit suivre. De Ferrand qui s'amène au puits. Un beau petit moment de gloire pour l'écurie de Jim Hall aujourd'hui. Enfin. Oui. Le dernier à lui avoir donné une victoire, c'est John Andretti, le cousin de Michael. On serait allé en 91 à la première course du retour de Jim Hall en IndyCar. Exactement. Alors, imaginez depuis ce temps-là, longue disette. Je pense qu'on parle de 75 courses à peu près, une disette de victoire chez Jim Hall, qui a toujours un important commanditaire, et ça, c'est gênant de ne pas lui... Oh! Aïe, aïe, aïe! C'est Alan Sir qui a bien failli percuter au passage Gilles De Ferrand. De Ferrand, au lieu de court-circuiter un peu le virage, la sortie des puits arrive à l'entrée du virage 1, alors il a décidé de court-circuiter, de passer à l'intérieur tout simplement. Et Jim Hall recommence à peine à respirer après avoir vu ça. De Ferrand qui est entré au 28e tour, c'est un petit peu serré en consommation, ça devrait aller, mais c'est un peu serré. Villeneuve est encore en piste et Fabi lui aussi, alors meilleure consommation encore pour Villeneuve. Alors les voilà, Villeneuve, Fabi toujours en formation. Alors, Fabi qui a bien frappé, qui a bien failli frapper Jacques par derrière. Ray Hall vient de se faire dépasser, qui
reprend une position par rapport à Fabi. Heureusement, bon, là, le laisse passer, ouf. Et Réal, de toute façon... Oui, il est trop bon garçon, là. Je pense que ça lui a nuit. Il est allé un peu trop large. Qu'est-ce qu'il a fait là? Il est allé derrière l'une des zones de dégagement qu'on aperçoit délimitées par les cônes de couleur orange. Et là, ben, c'est Herta qui vient se mêler de la situation. D'où est-il sorti celui-là, Bertrand? Ouais, tranquillement, pas vite, il a fait son chemin. Il était quatrième, vient de passer Fabi. Il était quand même parti troisième. Herta avait un peu rétrogradé au début, mais là, bon, là on vient de le voir entrer au puits, Herta. Ouais, et ça veut dire que Jacques continue encore, lui. Et même chose pour Fabi. Oh, on est rendu au 30e tour, donc 2 tours de plus à l'instant par rapport à De Ferrand. Et ça, si jamais il devait y avoir un jaune, mais ça aiderait Jacques, évidemment, de faire cet arrêt sous une neutralisation. Alors, le plus longtemps vous restez en piste, le plus vous avez la chance qu'il y ait une neutralisation, la chance que vous entrez au puits sous un drapeau jaune, donc vous perdez moins de temps par rapport à vos adversaires qui sont encore en piste. Voilà le travail pour Brian Herta qui est de retour sur le circuit de Cleveland. Michael Andretti s'est arrêté également. Et voilà qui repart. Alors, Villeneuve, donc, va-t-il s'arrêter au prochain passage? On verra. J'ai l'impression que lui et Fabi vont s'arrêter en même temps. C'est ce qu'on dit. C'est toujours plus facile de suivre la stratégie du meneur. Alors, Villeneuve au puits. Ah non, Fabi poursuit, lui. Alors, Villeneuve, 31e tour. Alors, regardons le travail des mécaniciens pour changer les pneus et aussi regardons s'il y aura des ajustements aux moustaches avant. Alors, on verra un mécanicien tourner une manette ou non, dépendant de ce que Jacques a réclamé vis-à-vis des communications radio qui le relient avec les puits. Alors, on s'occupe des pneumatiques, évidemment, d'abord. Un petit tour, deux demi-tours, chaque quart côté, de tour là, de chaque côté. Villeneuve qui est parti encore avec un petit peu moins d'appui aérodynamique que ses concurrents. On sait que c'est sa méthode de travail, son style de pilotage lui permet ça. Alors les ailerons sont moins braqués, donc plus rapides dans les droites, mais plus de difficultés dans les courbes parce que la voiture est moins collée au sol par les ailerons. Et donc usure prématurée des pneus souvent parce que la voiture glisse un petit peu plus. Mais ça, c'est le pari que fait Villeneuve, être plus rapide dans les droites, donc être difficile à dépasser. Et évidemment, dans les courbes, il tient son bout et grâce à son pilotage. Alors, c'est ce type de pilotage. Et Fabi, lui, qui entre au puits, 32e tour, donc un tour plus tard que Villeneuve. Et ça, ben, c'est un tour tampon, comme on dit, un tour de sécurité pour la consommation totale. Ça veut dire que dans le cas de Villeneuve et dans le cas de Fabi, pas trop de doute qu'on va réussir parfaitement à faire 2 arrêts. Idéalement, vous arrêtez au 31e, au 60, 61e, et puis vous avez assez d'essence pour d'arriver après 90 tours. Est-ce qu'on verra Greg Moore à l'intérieur de cette voiture ou d'une deuxième voiture Forsythe l'an prochain? Pierre Decaux, du Journal de Montréal, parlait d'une deuxième voiture chez Forsythe l'an prochain avec l'appui conjoint, semble-t-il, de Players et de Molson, donc 2 compagnies canadiennes qui aideraient un autre pilote canadien à accéder à la Formule Indy. Ça serait très intéressant de voir Greg Moore. Une année d'apprentissage avec Fabi et attention à la deuxième année. Et ça, ce serait peut-être la voie la plus raisonnable pour l'intégration de Greg Moore. On peut pas vraiment... qui n'a plus rien à faire à revenir en Indy Light. Bon, alors tout se replace là, finalement. Villeneuve redevient 3e après que tout le monde se soit arrêté. Ça, c'est surprenant parce que d'habitude, Tim Green lui fait gagner des places sur des arrêts. Là, il a perdu une place par rapport à Fabi. Mais ça, c'est peut-être aussi les circonstances de course. Il faut dire que Fabi, un tour de plus, donc un tour de plus avec une voiture très légère, avec personne devant lui, on l'a bien vu sur l'écran, donc il peut vraiment rouler à fond pendant un tour. Et c'est peut-être ce qui a fait cette différence de 2 secondes qui fait qu'il est devant Villeneuve en piste après cette première série d'arrêts. Excellente observation. Voilà Michael Andretti maintenant. Là, c'est De Ferrand, Fabi, Villeneuve, Gordon, Herta, Andretti, 6e. Alors ça, c'est l'ordre après cette première série de ravitaillement. On peut tout placer. De Ferrand qui a gardé sa place, Fabi qui en a gagné une sur Villeneuve et Gordon, Herta, Andretti. Alors, on voit depuis l'arrière de la voiture de Herta qui est 5e et on voit en bas sur cet écran séparé depuis l'aileron arrière de la voiture d'Andretti ou l'arceau si vous voulez.
Donc, les voitures en 5e et 6e place. Alors, vous vouliez savoir ce que ça voulait dire, l'expression des yeux tout autour de la tête. Si c'était le cas, voilà ce que vous pourriez avoir comme perspective. La piste avec les moteurs Ford de série 2. On l'a dit, ça c'est pas un avantage époustouflant parce qu'on n'a jamais vu Andretti et Tracy en profiter pleinement en ligne droite, par exemple, à la puissance du moteur pour aller chercher des rivaux. Ça semble pas être un bouleversement technologique, ce moteur Ford série 2. D'ailleurs, Ganassi l'a essayé à quelques reprises et pour l'instant, il ne l'utilise même pas. Maintenant, une fois que le choc est passé de tenir une course sur des pistes d'aéroport comme ça, quand on s'y arrête bien, on réalise qu'il y a peut-être plusieurs avantages, cependant. On l'a dit, pour les spectateurs, ils peuvent voir l'ensemble du circuit. Pour les pilotes, ils peuvent peut-être prendre des chances parce qu'ils savent qu'ils n'iront pas frapper un muret de ciment ou ils n'iront pas s'enliser dans un de ces fameux bacs à gravier qui a presque ruiné alors qu'on voit tête à queue de Gugelmin. Ouais. Ces bacs à gravier qui ont presque ruiné la course de road américain. On l'a vu souvent. Petite erreur de pilotage, bac dans un banc, dans un bac à gravier. Il faut aller vous chercher, votre course est finie. Là, au moins, on peut prendre des chances. Et on a vu tout à l'heure Gordon qui est passé hors piste. Et ça n'a pas ruiné sa course. La journée de travail est terminée pour Mauricio Gugelmin. Il a déjà son volant en main. Mais celui-ci n'est plus attaché à la voiture. Voilà la position après 36 tours. Nous serons de retour dans quelques instants. Les circuits de Rondell White et Sean Berry mènent les Expos à un gain de 4-2 à Chicago. Butch Henry mérite sa 6e victoire. Toutes les équipes qui devancent les Expos chez les meilleurs deuxièmes l'emportent. Philadelphie balaie le double au départ de Pittsburgh, victoire des Dodgers et des Astros. C'est confirmé, Larry Robinson signe un contrat de 4 ans à titre d'entraîneur-chef des Kings de Los Angeles. Québec pourrait avoir son équipe de la Ligue internationale dès la saison prochaine si les amateurs dans les 10 prochains jours achètent plusieurs billets de saison au goût du président de la Ligue, Bob Ufer. L'Impact enfile 4 buts en deuxième mi-temps, dont 2 de Paulino, dans un gain de 4-0 sur New York, un jeu blanc pour Pat Onstad, et autre défaite en fusillade des Roadrunners de Montréal, battus 6-5 par les Loggers devant plus de 5000 spectateurs à Ottawa. Bonne journée à tous! Méville, qu'est-ce que tu penses qu'ils ont choisi, toi? La baleine. Le sous-marin. La baleine. Le sous-marin. Bon, on va le savoir bientôt. C'est qu'on fait en attendant. Cap sur la fraîcheur avec la nouvelle Molson Grand Nord. Quand je joue, ce n'est pas la beauté de mes cheveux qui compte. Mais après le match, devant les journalistes, les lentilles de caméra et les millions de téléspectateurs, mes cheveux doivent être impeccables. Des pellicules, il n'y en est pas question. Pour les éliminer, j'utilise Head & Shoulders. Il enraye les pellicules et donne une belle apparence à mes cheveux. Caméra 2, Vincent D'Ampousse, on tourne. Je peux pas toujours avoir un casque sur la tête. Head & Shoulders, tous les jours. Pour des cheveux impeccables, sans pellicule. On s'est inspiré d'un coin de pays très frais pour lui donner un goût qui descend vraiment bien. Cap sur la fraîcheur avec la nouvelle Molson Grand Nord. De retour, voilà Mauricio Gugelmin. Journée de travail terminée. Seulement son 2e abandon cette année, alors très fiable ses voitures. Surnommé Big Mo. Oui. C'est qu'il a un gabarit assez imposant pour un pilote de course. C'était toujours au sommet de la liste en Formule 1 à l'époque. Son meilleur résultat, 2e à Miami en ouverture de saison. Fabi doit se méfier d'Eddie Cheever devant. Jacques Villeneuve, Alan Sirk, vous apercevez, attention, hein, pas dans le coup. C'est plutôt Gordon que vous devez surveiller derrière Unser pour retrouver celui qui suit Jacques Villeneuve. Jacques semble concéder un peu de terrain hein, à Théo Fabi. Cheever, toujours un peu difficile à passer lui aussi. Oui, mais Fabi n'était pas à sa hauteur. Alors, Cheever n'avait pas modifié sa trajectoire de course. Mais on peut dire ça d'Eddie Cheever, non? De façon générale, oui. Alors, on lui montre un drapeau bleu ici. Alors,
devrait quand même se ranger, laisser passer, effectivement. Fabi, qui, lui, a Villeneuve derrière lui, ne peut pas se permettre de perdre des dixièmes de seconde ici et là. Ça aide Jacques, ça, il n'y a pas de doute, si on le voit de cette oui, d'ailleurs, on le voit déjà. Hein? Villeneuve qui se rapproche un tout petit peu. On n'a pas vu Cheever regarder ses rétroviseurs dans cette petite ligne droite. Pas trop inquiet de ce qui se passe derrière lui. Là, il l'a fait, je pense. Oui, là, je pense que... Oui, voilà, il vient de jeter un petit coup d'œil. C'est ça, c'est le meilleur endroit pour passer. Alors, Fabi est passé, Jacques, lui, est coincé derrière Cheever. Ça va redonner un avantage à Théo Fabi. À bord de la voiture de Johansson, maintenant. On passe d'une piste d'atterrissage à une piste de taxi, une voie de circulation, en français, oui. Le taxiway en anglais. Alors, on voit que évidemment des bosses à chaque jonction, ça c'est très difficile. Surprenant, jusqu'ici on n'a pas vu de bris de boîte de vitesse ou de suspension, ce qui arrive souvent avec les villes. Regardez à chaque fois qu'on change de voie de service à une piste d'atterrissage, c'est très difficile pour la mécanique de ces voitures Indy. Voilà ce que ça donne, avec évidemment ce plan d'eau très impressionnant immédiatement en bordure des pistes de l'aéroport Burke Lakefront. Tracy qui a fait un tête à queue vendredi, tu as frappé une des lumières du système d'éclairage de l'aéroport. Ah oui? Tracy, dès la première séance, on a vu que c'était vraiment du Tracy. Vendredi matin, première séance d'essai. Qui est le premier pilote à faire un tête à queue? Paul Tracy. Qui est le premier pilote à briser 2 fois le record de piste? Paul Tracy. C'est vraiment à son image. On a vu en 7e position Raoul Boycel, par la suite Jimmy Vasser en 8e. Alors c'est toujours Gordon et Andretti derrière Jacques Villeneuve. Il y a Herta plutôt intercalé entre les deux. Donc Gordon 4e, Herta 5e, Andretti 6e. Voilà le meneur. Pas le meneur, mais le deuxième, Théo Fabi. Il est caché derrière Parker Johnstone, qui court donc à Cleveland. Eh bien, ça, c'est notre collègue Jack Arrout du réseau ABC, qu'on salue bien bas et qui fait son travail pour nos collègues américains. Johnson qui utilise le moteur Honda. C'est qu'Honda devrait équiper plus de voitures l'an prochain en raison du règlement IndyCar. Peut-être l'écurie de Barry Green. Oui, exact. C'est peut-être ce qui chicote Villeneuve. Il se dit, est-ce que c'est vraiment le bon moteur pour gagner l'an prochain? Il a gagné des plumes cette année, ce moteur Honda. Hein. Rappelons-le, l'an passé, même pas qualifié Indianapolis, Ray Hall l'a laissé tomber. Cette année, ça va quand même assez bien avec Ribeiro. Moteur assez puissant, semble-t-il. Alors, c'est un pari quand même pour Green. Est-ce que ce moteur-là, l'an prochain, va progresser autant que le Ford va sûrement progresser? De toute façon, Bertrand, revenons à la grille de départ. Sur les 5 premières positions, un Mercedes en pôle, 3 Ford et un Honda par la suite. Alors, c'est bien varié là à Cleveland. Et au Fabi, toujours du haut des airs de cette... je présume que c'est l'hélicoptère. On l'a dit, il y a le dirigeable, l'hélicoptère. Profitons-en, on est dans un aéroport. Attention, Michael qui dégaine rapidement se présente à la gauche de Herta, côte à côte, qui sera là au passage. Sam Pedri, lui, se retrouvait là avec Cheever comme retardataire. Et Herta réussit à garder sa position. Il a tout donné dans le virage pour sortir plus rapidement que Herta, a tenté de le passer à la ligne droite des pistes. Ça n'a pas fonctionné. Herta qui conduisait de façon préventive à l'intérieur du virage pour tenter de bloquer un peu Andretti pour qu'il ne lui fasse pas à l'intérieur au freinage. Alors, quel virage de Andretti. Il a enfilé ça à la fois. On l'a vu directement sous l'aileron de Herta à la sortie du virage. Mais ça n'a pas fonctionné au freinage. Ben, il a dit, il aime beaucoup ce genre de circuit. Il aime beaucoup Toronto, évidemment, là où il gagne régulièrement. Et à Cleveland, un circuit qui lui convient bien également. Après 40 tours, voilà les positions de Ferrand, Fabi, Villeneuve, Gordon, Herta, Andretti, Boycel 7e maintenant, Vasser, Fernandez, Sullivan, Ray Hall, Johansson, Parker Johnstone 13e et par la suite de 16 à 27. Alors vous pouvez déjà éliminer de Gugelmin en descendant. Vasser pas mal, hein, 8e, il était parti quand même 15e. Alors profiter évidemment des ennuis de Tracy, de Pruitt et de Ribeiro. Bon, qui est là, c'est Marco Greco celui-là. Ouais. Petit écaqueux pour
un autre Brésilien. Le moins célèbre. Il faut rappeler que Greco court pour Rick Gallis. Derrière la voiture de Herta, on aperçoit Michael Andretti. Quand on parlait de location de voiture, Greco, c'est l'exemple parfait. Une semaine chez Dick Simon, une semaine chez Gallis. Dans les compagnies de location de voitures en IndyCar. Chez Gallis, pourtant ce fut déjà jadis l'un des beaux joyaux de l'IndyCar, avec évidemment Danny Sullivan et Al Unser Jr. Alors là, on a cette bagarre entre Robbie Gordon et Jacques Villeneuve. Derek Walker qui parle à Robbie Gordon. Alors, pas de communication pour l'instant. On nous présente ces images provenant de la caméra placée à bord de l'hélicoptère. Chaque pilote préfère ou non qu'on lui parle durant la course. Il y en a qui préfèrent qu'on ne parle pas du tout, qu'on ne pas être déconcentré. Chez Walker et Gordon, c'est vraiment l'inverse. On entend Walker qui lui dit « Vas-y, fonce, va le chercher, etc. » C'est ce qu'il fait. C'est un peu surprenant, ouais. Ça me surprend un peu qu'on puisse parler d'un pilote comme ça, en pleine bagarre. Chacun trouve la motivation qu'il veut. Hein. On a entendu un peu Derek Walker. Oh, est-ce qu'on est prêt pour une deuxième séquence d'arrêt? Oui. On est au 60e tour. Alors, pour la consommation d'essence, c'est bon ça pour De Ferran. Deuxième arrêt, 60e tour, course de 90 tours. Donc, tout va bien pour lui à ce chapitre. Il avait fait son premier arrêt au 29e tour. Il a donc couvert 31 tours avec son premier plein d'essence, de méthanol plutôt. Alors, donc, pas d'ennui pour rallier l'arrivée pour De Ferran, même s'il ne devait pas y avoir de neutralisation. Si on est sur le drapeau vert jusqu'à la fin, pas d'ennui de consommation pour De Ferran. Et ça, ben, tant mieux, ça veut dire qu'on peut rouler à fond de train jusqu'au drapeau à damier. Et du même coup, le nouveau meneur est Théo Fabi. On aperçoit Pruitt devant lui, Pruitt qui a été impliqué évidemment dans cet incident au départ, a perdu beaucoup de terrain. Alors donc après 60 tours ou 2 tiers de cette épreuve, voilà le classement, nous serons de retour dans quelques instants. Qu'un avant-goût. Faites vite. Composez le 380-9797 ou 1-800-363-5051. Le Grand Prix Players Limité de Trois-Rivières. Les 4, 5 et 6 jours prochains. En compagnie de Pierre Houde et de Bertrand Houle, voyez les coureurs les plus habiles dans les voitures les plus rapides au monde. Soyez des nôtres pour le Grand Prix d'Allemagne, ce dimanche 7h30 sur les ondes de RDS. La Formule 1, une classe à part. Il y a beaucoup de systèmes qu'on retrouve maintenant sur les voitures de série qui ont été à l'origine travaillés sur des voitures de compétition. Chaque année, on a une réunion avec des gens de Ford et qui nous expliquent ce qui est transféré de l'un à l'autre. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont transférées. Tout ce qui est anti-patinage, beaucoup d'électronique aussi, boîte de vitesse, etc., etc. Ford, des idées qui font du chemin.
Préparez-vous à voir l'action de la Formule Indy sous tous ses angles. Vivez les courses comme si vous y étiez. Appuyez vos favoris dans les moments les plus difficiles. Mardi soir, RDS suivra les voitures Indy jusqu'au fil d'arrivée du Grand Prix du Michigan. Nous sommes de retour à Cleveland. Théo Fabi en tête après l'arrêt de Gilles de Ferrand. Donc de Ferrand s'est arrêté. Il est immédiatement derrière Jacques Villeneuve. Il sera intéressant de voir à quel moment vont s'arrêter les autres voitures, les autres pilotes de tête dans cette épreuve de Cleveland. Lors de la première série d'arrêts, Villeneuve est arrêté 3 tours après de Ferrand et Fabi 4. Alors de Ferrand, deuxième arrêt au 60e tour. Alors il faut souligner que nous puissions vous présenter un reportage de 2 heures. Nous avons dû amputer quelques tours à notre reportage. C'est pourquoi vous avez vu évidemment Michael Andretti progresser rapidement dans le peloton. Andretti qui se retrouvait maintenant devant Jacques Villeneuve. Fabi qui a fêté ses 40 ans le 9 mars. Véritablement un vétéran. Derrière Pruitt et Boyeside également qui est là. Pruitt qui est à 2 tours. Va tomber à 2 tours. Est-ce que Fabi va le passer? Rappelons-le, il a perdu un tour dans la mêlée avant même le départ avec Libero et Tracy. Parti en retard, a perdu un tour. Et là, en se faisant dépasser par Fabi, il sera à 2 tours en retard. Celui que vous avez vu entrer au puits, c'était Scott Pruitt. Fabi va doubler Boyeside. D'inconfort, un peu de tension entre Carl Hogan et Bobby Rahal. Finalement, Rahal a repris un peu le flambeau en disant écoutez, c'est une issue qui est normale, que nous allions dans des directions différentes, Carl Hogan et moi, parce que Rahal, évidemment, ce qu'il veut faire, c'est préparer son après-carrière en tant que pilote. Et c'est imminent quand même, la fin des activités pour lui comme pilote, même s'il est encore très rapide en piste. Alors il a dit, il faut vraiment que je mette les choses très claires dans ce sens. Il a peut-être créé cette mésentente aussi, cette histoire du moteur Honda. Est-ce qu'on le garde, est-ce qu'on ne le garde pas? Peut-être que l'un voulait le garder et l'autre non. Et ça a sûrement créé une mésentente, toute cette histoire du moteur Honda l'an dernier. Il y avait eu la non-participation aux 500 000 aussi. Alors, bref, il y a eu des incidents de parcours qui ont peut-être envenimé un peu la relation entre les deux. Parti 4e, Théo Fabi est le meneur actuel. On se prépare à l'accueillir chez Jerry Forsythe. J'imagine, Bertrand, comment Fabi et, j'allais dire Villeneuve, mais cependant il s'arrête, mais comment ces deux-là, entre autres, ont ajouté une longévité là, très nette par rapport à Gilles de Ferrand. On est au 66e tour pour Villeneuve, donc 6 tours de plus en piste que Gilles de Ferrand sur le plan de la consommation en essence. Alors, voilà Fabi à son tour qui entre au puits. Quand je d'essence, évidemment. Méthanol, je devrais dire carburant. C'est ça. Alors, autour de Fabi, donc, voyons voir le travail chez Forsythe. Et regardez, regardez à gauche, on chronomètre ce ravitaillement pour l'essence. C'est-à-dire qu'on va mettre une certaine quantité d'essence et après un certain temps, on envoie la voiture en piste. Autrement dit, on ne videra pas le réservoir pour le mettre dans la voiture. Alors, ce que je veux dire, c'est qu'au lieu de faire arrêter la voiture, mettre tout l'essence qu'on peut et qui reste du réservoir qui est dans les puits, tout mettre ça dans la voiture, on se dit, on a besoin de tant de gallons pour terminer la course, on va mettre seulement la quantité nécessaire et ça, on fait ça au chronomètre. Alors, ce qui fait que Fabi a gagné quelques secondes dans les puits et il ressort en première place. Alors, quel travail chez Forsythe. Oui. Premier arrêt, il est passé de 3e à 2e. Lors du second arrêt pour les ravitaillements, passé de 2e à 1er. Alors ça, c'est... Quand vous parlez de gagner une course dans les puits, vous en avez l'exemple parfait.
Fabi qui gagne 2 places, passe de 3e à 1er grâce au travail de ses coéquipiers. Celui qu'on a vu s'immobiliser, c'est Raoul Boisel, sauf que là, Fabi a des sérieux problèmes, mon cher Bertrand. Sérieux problème, on l'a doublé facilement. On a vu Sullivan, une autre voiture par la suite. Et Gilles de Ferrand, lui, revient. Parce que Fabi a raté une vitesse ou est-ce qu'il y a des ennuis. On a vu ralentir, là, se faire dépasser effectivement par 2 voitures. Oh, le voilà Fabi lentement dans la ligne droite des puits. Ah oui, oui, il va revenir au puits de ravitaillement, je pense. Hein? Et Gilles de Ferrand va passer. Ah oui, Fabi a disparu là derrière le muret de l'entrée de la ligne des puits. Ah. Il revient lentement. Il venait de passer en tête. Quel très grand malheur pour Théo Fabi. J'allais dire très mauvais signe parce que... Oui, revenir tout de suite au puits, évidemment. Ah, il est absolument abattu. On lui demande de couper le contact. On va tout simplement soulever le capot arrière et probablement constater qu'il n'y a rien à faire. On a une moteur vraisemblablement pour Théo Fabi. Ah, il venait de passer en tête. Comme tu l'as dit, avec une stratégie remarquable. Ouais. Pourquoi le chronomètre? C'est parce qu'on connaît exactement le débit du méthanol par ce système par gravité. Rappelons qu'il n'y a pas de pompe comme telle pour accélérer le remplissage des voitures. Alors, on sait qu'en 10 secondes, on peut mettre tant de gallons. Alors, on chronomètre l'arrêt et lorsqu'on est rendu à ce 10 secondes, par exemple, on enlève l'embout de ravitaillement et c'est fini. Ah, Beauzelle aussi. Oui, on l'avait vu immobilisé là, rapidement lorsque la caméra balayait. Beauzelle... Beauzelle qui était 7e, hein? Oui, va revenir au puits de ravitaillement de cette façon. C'est un peu gênant. Oh. Bon, ça se bouscule. Alors, rayer Fabi et Beauzelle maintenant. Hein? Premier et 7e, imaginez. Alors, et voilà, oui. Ça redonne évidemment la commande de la course à Gilles de Ferrand. Alors, de Ferrand devant maintenant Andretti, Gordon, Hurta et Villeneuve. Et on nous dit que c'est un bris du système d'échappement hein, pour Théo Fabi, Bertrand, c'est ça? Villeneuve tombé 5e avec toute cette série d'arrêts. Il faudra voir l'avance de Ferrand semble avoir plusieurs secondes et il y a toute cette partie de ligne droite d'avance sur ses concurrents, soit Andretti donc 2e, Gordon, Hurta, Villeneuve. On commence à sentir bon là, pour de Ferrand. Il y a même la chance avec lui aujourd'hui. Fabi qui venait de passer en tête, ennuie le moteur aussitôt. Oh, Bachelard dans les pneus. Oh, et assez violemment, d'après ce qu'on voit. Hein? Et ça, c'est dans cette chicane, là, le dernier virage avant de revenir à la ligne départ-arrivée. Oh, il a frappé très durement, Bachelard. Bon, heureusement, c'était un mur de pneus quand même, là, bien placé. Oui. Qu'est-ce qu'il peut sortir de sa voiture? Ce que je veux dire, c'est qu'on a l'impression que ça a été... est-ce que ça a été un contact ou s'il a simplement perdu le contrôle? Fait arroser aussi avec lui qui était dans les pneus. Ben oui. Alors, je me demandais qu'est-ce qu'on pouvait voir. Là, ces gouttes, c'était de l'eau dans les pneumatiques. C'est ça, il a plu dimanche matin à Cleveland. On a beaucoup d'eau dans les pneumatiques. Quand une voiture frappe, ça revole de tous côtés. Fernandez, lui, on l'a pas tellement vu jusqu'ici. Non. Et Fernandez... au classement, 37 points. Enfin, c'est une saison quand même pas mal. Il est dans le top 10, je crois, Fernandez. Alors. 11 départs et 9 fois à la ligne d'arrivée. Donc, assez constant pour Fernandez chez Rick Gallis. Alors, ça nous donne une chance de regarder certains des pilotes de fond de fond de grille. Je parle pas nécessairement de Fernandez, mais de ceux qui l'entourent, là. Et on peut apercevoir Éric Bachelard qui revient au puits de ravitaillement. On aperçoit la voiture de Christian Fittipaldi. C'est à cet endroit qu'on l'avait remisée. On aperçoit une autre voiture qui est complètement recouverte. C'est sûrement pas une IndyCar, celle-là.
Là-dessus, nous allons faire une pause et nous serons de retour dans quelques instants à Cleveland. Ce n'était qu'un avant-goût. Faites vite. Composez le 380-9797 ou 1-800-363-5051. Le Grand Prix Players Limité de Trois-Rivières. Les 4, 5 et 6 sous prochains. Le baseball des expos à RDS. À tous les dimanches, RDS expédie l'action de vos amours directement dans votre salon. À RDS, on fonce tête première dans l'action. Elle frappe en direction du champ gauche, intercepté par Lansing. Son relais au premier. Et vous pouvez être certain qu'on ne laisse rien passer. La défensive dans cette manche spectaculaire. Colorado-Montréal, dimanche 13h30. Votez pour une décision santé. Croustillant, croquant, complètement sauté, les Super Fries de McCain, le goût imbattable. Croustillantes et délicieuses, les Super Fries de McCain sont préparées avec de l'huile de canola pure à 100% non hydrogénée. Et elles ne contiennent qu'un demi-gramme de gras saturé par portion. Et c'est pas tout, elles sont super. Pour les renseignements, regardez sur l'emballage. Les Super Fries de McCain. Faible en gras saturé pour une décision santé. Le goût imbattable. Au Missouri l'an dernier, 3 journées de travail ont rapporté à Jim Colbert pas moins de 105 000 $. Ne manquez pas le championnat senior VFW, les 5 et 7 août à RDS. Alors, le jaune a été donné, la voiture de Bachelard représentant un danger pour les autres compétiteurs. Et puis, ça donne une occasion également aux officiels de la course de peut-être ajouter un peu de piquant pour la fin. Enfin, bref. On dit qu'elle est mal située, cette voiture de Bachelard. Les gens peuvent se dire, ben, elle n'est pas en piste, c'est pas un danger. Mais c'est parce que où elle est située, si une autre voiture devait connaître un ennui, sortir de piste, elle irait frapper cette voiture de Bachelard. C'est la raison pourquoi il faut l'enlever de cet endroit, alors qu'on voit une espèce de... non pas un aspirateur, puisqu'elle souffle de l'air, cette machine. C'est pour enlever tous les débris de gomme qu'on voit à l'extérieur de la trajectoire normale. Et lorsque vous tentez un dépassement à l'extérieur de la trajectoire, donc vous roulez là-dessus, c'est très glissant. Ces particules se collent sur vos gommes aussi de pneumatiques. Et ça rend ces pneumatiques très difficiles à tenir, si vous voulez, parce qu'ils n'apprécient pas à ramasser cette gomme morte qui traîne en piste. Je peux vous dire une chose, c'est puissant. C'est un véritable moteur d'avion, ça, ce jet-là, qu'on utilise aussi pour assécher les pistes ovales, hein, pour accélérer le processus un peu. On a dit qu'il y a des discussions entre les écuries d'Andretti et Pruitt. On a vu Ferrand, Pruitt, Andretti. Pruitt n'est pas dans la lutte. Il est 2 tours en retard, mais on dit que chez Andretti et Pruitt, les écuries, on discute. On demanderait à Pruitt de se tasser le plus vite possible pour qu'Andretti puisse suivre de Ferrand. Alors, ça fait partie des discussions à l'amicale qu'il y a parfois en IndyCar. Tu me donnes un petit coup de main, la course suivante... ouais, c'est ça, je t'en dois une. Alors, on dit donc qu'on discute entre les écuries Pruitt et Andretti. Bon, ben on verra. Et ça fait partie du rituel. On prend. Villeneuve, lui, vient de communiquer avec ses pneus. Il dit qu'il est bien heureux de voir ce jaune parce qu'on l'a dit, il a moins d'appui, use plus ses pneus. Il dit que ça va lui donner un répit parce qu'il commençait à user un petit peu trop ses pneus. Oh là là. Voilà encore une fin gênante pour une Penske. Celle de Al Unser Jr., le champion défendant. Capot moteur levé. Ah oui, on ramène tout simplement la voiture là, plus loin. Alors, Emerson Fittipaldi, lui, après 22 tours, c'était déjà terminé. Et voilà qu'après 70 tours, Al Unser Jr. voit la fin également. Alors, à toutes fins utiles, c'en est fait des chances de championnat pour celui qui a été couronné l'an dernier. On a vu Gordon s'arrêter 2 fois avant les autres, bien avant les autres. Ça, ce jaune, ça va l'aider alors qu'on voit les voitures immobilisées. Puisqu'il manque un parcomètre. Alors, ce jaune Gordon, ça va l'aider pour la consommation d'essence. Il n'y aura plus de problème pour lui.
Et on a entendu des communications d'Eric Walker, le chef d'écurie, et Robbie Gordon plus tôt. Ils se parlent encore. Et qu'est-ce que dit Walker à Gordon? Ne fais rien sans que je te dise. Ah, bon. Il connaît son, incroyable, il connaît son client, comme on dit. Ça. Tente probablement de le calmer. Voilà Carlos Guerrero. Vous comprendrez que Fernandez et Guerrero sont parfois vus à l'écran. Il y a beaucoup d'ententes également entre le réseau américain et la télé mexicaine. Et bon, on veut donner un peu de visibilité. Il faut qu'il en ait pour son 4,5 millions. Au pilote mexicain. Ah ben oui, lui qui paie très cher son volant. Carlos Guerrero. Et là, il est derrière Jacques Villeneuve. Guerrero, on sait, avait un peu imputé la responsabilité du carambolage à Toronto à Jacques Villeneuve à la relance de la course, sans le nommer. C'est exactement ce qu'il voulait dire. Je crois que c'était le privilège de Villeneuve de mener le rythme comme il l'entend. Lorsque vous êtes en tête, c'est à vous à donner le ton. Alors, on connaît cette stratégie de Villeneuve maintenant qui consiste à rouler un certain rythme, ralentir. Et lorsque c'est lui qui met le pied le premier sur l'accélérateur, ça lui donne un bon avantage. C'est ça. Et en plus, Bertrand, il faut ajouter que là où le carambolage est survenu, c'est à l'endroit, la portion la plus sinueuse du circuit de Toronto. On ne voit pas du tout ce qui se passe devant quand on négocie cette série de virages. Et à la limite, c'est comme lorsque vous êtes pris dans un bouchon de circulation, c'est à vous à laisser suffisamment d'espace entre votre voiture et celle qui vous précède si vous avez besoin de freiner pour ne pas l'emboutir. Alors, très important de garder quand même un peu d'espace entre les deux voitures. Ben là, Guerrero, je pense, un peu surpris par son inexpérience de l'IndyCar. Alors qu'on voit Eliseo Salazar, le héros chilien. Oui, lui, son moment de gloire, ça a été à Indianapolis, finalement. Oui. Mais Eliseo... Il a profité de nombreux abandons. Oui. Alors, Salazar, quand même, 16 points. Meilleur résultat, 4e place. C'est ça, 4e Indianapolis. Oui. Mais rappelons, nombreux abandons devant. Oui. Mais, Bertrand, je ne sais pas si on va revoir un jour le nombre d'abandons de l'an dernier au Michigan. C'est cette course qui s'en vient, là... dans une semaine. Je me rappelle très bien, Scott Goodyear avait gagné et aucun des 10 premiers au classement à ce moment-là n'avait terminé l'épreuve. Alors, vous imaginez la casse. Aucun des 10 premiers au classement à ce moment-là. Bertrand, au drapeau à damier, combien y avait-il de voitures qui roulaient encore? Il y en avait 7 au total. Sauf qu'on a des réglementations plus sévères cette année. On a aussi... refait quand même beaucoup des aménagements. On a un nouveau revêtement au complet. Entre autres. Oui. Alors, ce sera intéressant de voir comment ça va se passer. Très beau d'ailleurs, il y a eu une épreuve NASCAR récemment cette année. On écoute Alan Sir. All of my guys, I'm so proud of them because we keep coming back week after week and all the problems that we keep having, and they keep coming back with their chins up and ready to go. And so, you know, I'm awful thankful of that. And I just want to say hi to Alan, Cody, and Shannon at home, and I miss you a lot. Thanks, Junior. We're back. Bon, alors, Alan Sir Jr. qui a donné cette entrevue au moment où on relançait l'épreuve. Et regardez tous les meneurs là en dérapage et ce dont on avait parlé s'est produit exactement. Michael Andretti est passé, il a bien failli toucher De Ferrand. Gordon est tout près et Pruitt, lui, s'est rangé derrière ces trois-là. Et Bertrand, on a relancé la course alors que le véhicule de service d'IndyCar était encore dans ce coin-là. Gordon qui a mis 2 roues hors piste au virage numéro 1. Il vient encore de faire la même chose. Ça joue du coude un peu. Hein? Oui. Il y a de drôles de décisions parfois chez les officiels de l'IndyCar. C'est folklorique parfois, si je veux être poli. Voilà, De Ferrand, Andretti, Gordon. Par la suite, c'est Brian Herta qu'on a aperçu, sauf qu'il a Scott Pruitt devant lui. Michael est vraiment là, à la chasse. Et Gordon également, 3 marches, qui va passer? De Ferrand et finalement De Ferrand et Gordon ont perdu le contrôle. C'est Michael qui se retrouve en tête. Aïe, 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 c'était 3 de large au numéro 1. Oui, ça n'a pas passé parce que De Ferrand et Andretti se sont touchés. Touchait aussi Andretti Gordon. Imaginez Andretti qui a réussi à toucher à 2 voitures. Aïe, aïe, aïe.
Ce qui est surprenant, c'est que lui, ça ne l'a pas trop dérangé puisqu'il est en tête. Bon, alors, de façon assez cavalière, écoutons Derek Walker. Ah, Gordon vient de dire « I've got a flat ». Crevaison pour Gordon. Il a dit « Which one? Left rear? » Et « Bring it in ». Alors, tout ça, ça veut dire c'est l'arrière gauche, ramène la voiture à la maison. Gordon qui a tenté de faire l'intérieur à tout le monde, là, De Ferran et Andretti d'un seul coup. Mal lui en a pris. Semble-t-il touchette avec Andretti qui a causé une crevaison du pneu arrière. Alors, regardons tout ça. Regardez De Ferran à droite, Andretti au milieu, Gordon qui tente de faire l'intérieur à tout le monde. Regardez, touchette De Ferran Andretti, c'est sûr. De Ferran, sa voiture vraiment... Maintenant, on n'a pas vraiment vu si Andretti a touché Gordon. C'est peut-être en mettant 2 roues hors piste qu'il a abîmé son pneu, Oui, Gordon. parce que... Il ne semble pas avoir eu de contact. Non, à la reprise, moi, j'ai pas vu de contact. Et Gordon repart, mais évidemment sévèrement pénalisé par cet arrêt. Bon, alors Andretti, peut-être un peu à la limite encore, alors qu'on voit le pneumatique, aïe, aïe, aïe. Faut peut-être voir, enfin. Bon, il est arrivé 3 de large, que voulez-vous? Bon. Forcément, il y en a un ça ou passe deux pas. qui passeront pas. Ah, ben, on a vu Gordon est arrivé tellement vite qu'il est passé presque tout droit, Gordon. Ouais, c'est hein? ça. Et par la suite, ben, la lutte entre Michael et De Ferran. Ça ressemble à Unser Andretti à Road America. Oui, exactement. Roue contre roue, presque. Et ça avait mal fini là-bas. C'est ce que j'allais dire, oui. Bon, alors, je pense que Gordon a touché quiconque. Il semble avoir passé tout droit dans le virage. Ouais, c'est ce que je pense. 2 roues hors piste, a peut-être abîmé son pneu à cet endroit. Ce que je veux dire, c'est que Pruett s'est intercalé, pardon Bertrand, entre Andretti et De Ferran. Et ça permet à Herta, là, et Villeneuve de remonter sur De Ferran. Et Fernandez, 5e. Ah, ben là... 5e, Fernandez. Le portrait change rapidement à Cleveland. Il reste 11 tours. Voilà ce que ça donne. Jimmy Vasser est 6e. Un événement sportif mondial à Drummondville le 4, 5 et 6 août. La Coupe du monde de triathlon cascade ITU. Après la France, l'Irlande du Nord, l'Espagne et le Japon, venez voir les meilleurs triathlètes québécois, canadiens et internationaux dans une épreuve d'endurance, de natation, de vélo et de course à pied. Plus de 60 000 $ en bourse. Venez les voir à Drummondville le 4, 5 et 6 août. Une invitation de Cascade, la ville de Drummondville et Canimex. Formidable. Ah, belle ambiance. Tout le monde peut le faire. Super la randonnée. Ma première fois et je vais certainement revenir. Puis le plus plate, les côtes. Super. C'est fantastique. Bonne cause. Amasser de l'argent pour guérir cette maladie-là. Les gens s'aiment et puis je trouve qu'il y a beaucoup de chaleur humaine ici. C'est magnifique. Ne ratez pas le Vélo Tour pour la sclérose en plaques. Inscrivez-vous maintenant. Pour des pilotes comme Jacques Villeneuve, l'horizon est chargé de promesses. Bientôt, un combat va commencer sur l'enfer noir de la piste, où des légendes comme Andretti, Unser et Fittipaldi vont s'affronter, et où une future légende les attend. Players Limited est chef de file canadien en course automobile. Elle est fière de commanditer Jacques Villeneuve, recrue de l'année pour 1994, ainsi que l'équipe de course Players Limited pour la série mondiale IndyCar PPG. L'épreuve finale pour l'homme et son bolide. Players Limited, une tradition d'excellence. De retour, ben là, l'action commence drôlement à s'animer. Voilà Michael Andretti. Pruett n'est pas dans le coup. Par la suite, De Ferran, Herta, Villeneuve qui a tenté de le passer. J'ai l'impression que Jacques réalise, Bertrand, qu'il est dans le coup, là, de par toutes les circonstances qui se sont offertes. Et
C'est loin d'être terminé. Ce que je me dis, c'est qu'Hurta, normalement, c'est pas un pilote, une combinaison pilote-voiture, si vous voulez, qui mérite d'être devant Jacques. Alors, dans l'optique du championnat, Jacques doit aller chercher un maximum de points. Hurta, c'est quelqu'un qui doit aller chercher. C'est tout simple que ça. Hurta, normalement, ne devrait pas rouler devant Villeneuve. Alors, il doit absolument aller chercher pour ramasser quelques points de plus dans la course au titre. Ça, c'est important. L'objectif, là, c'est Hurta. Et on s'occupera de Ferrand par la suite. Parce que... De Ferrand rouler en tête presque la majorité de la course. C'est peut-être intouchable aujourd'hui. C'est peut-être un objectif... dans la course au titre, je parle. Hein. C'est peut-être un objectif trop haut. C'est peut-être dangereux de tout donner pour aller chercher De Ferrand. Mais Hurta devant, là, ça, c'est une nécessité. Il faut aller le chercher. Alors qu'on voit un débris en piste. Ça va être une moustache, une partie de la moustache avant de la voiture d'Andretti, semble-t-il. Bon, alors ça prouverait qu'il y aurait eu contact. Avec De Ferrand, ça, on a vu le contact avec De Ferrand, mais c'était du côté gauche. La moustache semblait du côté droit. Alors, peut-être effectivement un petit contact avec Gordon. Alors, Andretti, De Ferrand, Hurta, Villeneuve. On voit Jacques qui se rapproche tranquillement de Hurta. Alors, il faut absolument qu'il aille chercher Hurta. Bon, à quel moment, à quel endroit et de quelle façon, on verra. Il reste encore quand même une dizaine de tours. On peut attendre un moment adéquat pour le faire. Normalement, ce qu'un pilote fait, c'est que durant quelques tours, il examine, il analyse son adversaire, à quel endroit il est le plus faible, le plus fort, pour choisir le meilleur endroit pour dépasser. Alors, Andretti, Pruitt qui il colle un peu près. Là, Pruitt qui est à 2 tours, hein, il faut le rappeler. Il a perdu un tour dans l'incident avant même le départ avec l'accrochage Tracy Ribeiro. Puis, il est moins vite que les autres. Alors, il s'est fait prendre un tour par tout le monde, mais... pour l'instant, on veut connaître son moment de gloire en suivant le meneur. Oui, et en tout cas, il l'obtient. Michael Andretti qui ne peut cependant vraiment s'échapper des autres. Ouais. Bertrand, on peut très bien voir qu'il n'y a pas vraiment d'avantage pour Andretti. Ça me paye. Oh, quel boss, ça! C'est dangereux. On a vu derrière la voiture se soulever. Ça, c'est dangereux pour la transmission. Alors, Villeneuve s'en va un peu discuter à aller chercher Hurta. Ça fait 2 tours là qu'il est vraiment derrière. Alors, il faudra voir. C'est même combinaison. Reynard à moteur Ford Cosworth, équipé de pneus Goodyear. Et tout ce monde est avec du Goodyear, sauf Scott Pruitt, évidemment. Qui donne du même coup à Firestone une petite visibilité en se retrouvant derrière Michael Andretti, même s'il n'est pas, s'il a beaucoup de retard. Alors voyons, on arrive à l'endroit de prédilection pour des dépassements. Est-ce que Villeneuve pourra aller chercher Hurta? Voyons voir. Oh, Villeneuve se présente à l'intérieur. Hurta très large, mais Jacques choisit de revenir derrière lui. Joue de prudence. Voilà Fernandez. Et notre collègue américain qui... On parle d'Andretti, qui a donc perdu une pièce de sa moustache avant. Et une voiture difficile à garder en piste. Hein? Donc ça explique la raison pour laquelle il ne s'échappe pas, c'est ça, Bertrand? Ouais. Alors, ennui avec la moustache avant, donc moins d'appui à l'avant. Donc, sous-virage, lorsque vous tournez les roues bien d'avant, a tendance à tirer tout droit. Donc, ça tourne moins bien. Alors, il faut se battre avec sa voiture. Est-ce que tu réalises ce que ça veut dire pour la fin de la course, cependant? Le scénario qui s'annonce? Parce que si Michael a des problèmes pour garder la voiture en piste, 2, 3 et 4, attention, c'est une nouvelle course, c'est roue dans roue, là. N'anticipons pas, mais ça commence à ressembler à une fin de course spectaculaire. Merci. Oh, Hurta, encore à l'intérieur, veut peut-être tenter d'attirer Villeneuve, mais... Jacques est sûrement l'un des plus durs à piéger sur une piste. Là, le signe qu'Andretti ralentit quelque peu et on parle de quelques centièmes autour, c'est que le train commence à se former derrière lui. Il ne peut pas se permettre de laisser passer Pruitt non plus parce que De Ferrand est trop près. On essaie de voir si la moustache est vraiment... c'est ça que j'essaie de voir. C'est pas évident. Hein? Non. On voit une marque cependant à gauche, à l'avant-gauche, sûrement toucher un pneu à un moment donné. Regardez du côté gauche, il y avait une marque de pneu. On revoit donc. Regardez. Alors, il va y avoir contact. Andretti au milieu, De Ferrand, voiture jaune. Ça, c'est sûr, vous allez voir la voiture de De Ferrand va avoir un soubresaut. Gordon est roue bloquée parce qu'on voit un peu de fumée à l'arrière de la voiture. Et il ne semble pas avoir eu de contact, Gordon, Andretti. Non, parce qu'il ne se touche pas par la suite. Hein? Bon, enfin. J'ai l'impression que ça va être en 2 roues à l'extérieur que Gordon aurait pu abîmer un de ses pneus.
Oh là, regardez, De Ferrand et Pruitt ont failli se toucher. Et derrière, Herta et Villeneuve également. Et Villeneuve passe devant Herta. Et là, Herta qui tente à nouveau à son tour, mais Villeneuve vient compléter le virage devant Herta. Ça a été serré. Ça a été serré à 2 reprises. Un peu trop, Et on peut comprendre un peu De Ferrand d'être irrité par la présence de Pruitt. Ouais, Pruitt qui aurait dû le laisser passer. Écoutez, il est 2 tours en retard. Il n'y a pas de raison de garder sa trajectoire et de nuire à De Ferrand qui vit dans une course pour la victoire avec Andretti. Et Michael roule plus lentement, vraisemblablement. Et on était dans la ligne droite des puits, suffisamment d'espace. Il aurait dû se ranger, laisser passer tout le peloton à la limite. Oui. Enfin, on va voir ce que John Stone fait. Regardez. C'est ça, John Stone. Et regardez, Pruitt et De Ferrand. Les deux se sont touchés. Dérapage des 2 voitures. Oh, quelle situation incroyable, particulièrement pour Gilles De Ferrand qui connaissait la course de sa carrière. Furieux De Ferrand. En train de se dire, quelle espèce d'idiot. Alors, on voit son père ici à De Ferrand. Mais qu'est-ce que Pruitt avait à gagner, Bertrand, dans cette étape? Là, c'est Villeneuve et Herta, côte à côte dans le virage. Oh, Villeneuve, en dérapage, contrôle la voiture, encore roue dans roue. Et côte à côte, qui aura le dessus en bout de ligne? C'est Herta pour l'instant. Et Villeneuve qui reprend l'intérieur, mais doit se raviser par la suite. Et le spectateur privilégié derrière, c'est Johansson. Et là, c'est ce que ça donne depuis l'arrière de la voiture de Herta. Ah, quelle séquence. Et Gilles De Ferrand qui revient dépité avec raison. Bon, Michael à l'avantage. Voilà Herta par la suite. Jacques Villeneuve. On a vu Vasseur et Real, mais pas dans le coup. C'est Adrian Fernandez qui est toujours en séquence par la suite. Eh bien, on prévoyait de l'action d'ici la fin. On est bien servi. Hein? Moi, j'ai hâte de voir la reprise de cet accrochage Pruitt De Ferrand. Est-ce que Villeneuve a le temps d'aller chercher Herta? Est-ce qu'il a donné son dernier effort dans ce combat roue contre roue dans quelques virages? Est-ce qu'il dit Fernandez, bon, ça c'est malheureux, hein? Il était 5e. On est au 88e tour. Reste 2 tours, Pierre. Oui. Et je dois corriger ce que j'ai avancé un peu plus tôt, Bertrand. Vasseur et Real, c'était bien pour les positions 3 et 4. Bon, voilà, Pruitt vient de passer Andretti. Ça, c'est stupide déjà. Il avait 2 tours de retard. Oui, De Ferrand. Bon. Peut-être impatient, là, De Ferrand. Il aurait peut-être dû suivre Pruitt dans cette courbe et dépasser dans la ligne droite qui suivait. Peut-être impatient, De Ferrand. Oh, et regardez, là, c'est... On discute, ouais. Pruitt et De Ferrand. Oui, on discute mais assez fortement. Pruitt va chercher Andretti à 2 tours de la fin dans un virage serré. Ça, c'est complètement stupide de la part de Pruitt, mais je pense que De Ferrand a été impatient en tentant d'aller chercher lui aussi dans le même virage. Oui, et là, Fernandez, vous l'avez vu, donc complètement déçu lui aussi. Enfin, on pourra analyser encore pendant plusieurs moments. Et là, on nous dit qu'Andretti aurait des ennuis de moteur. Il aurait communiqué avec son équipe, il y aurait des ennuis de moteur. Et c'est pour ça que Herta est immédiatement derrière. Et où est Jacques? Attendons voir. Bon, ben voilà, on est à bord de la voiture de Herta pour l'instant. Alors voilà Jacques. Bon, léger repli par rapport à Herta. Et Herta qui va tenter de se démarquer. D'Andretti réussit à le faire. Donc Michael a des problèmes. Vraisemblablement, Michael qui revient. Et c'est Villeneuve qui passe entre les deux. Est-ce que Herta a commis une erreur? Incroyable, Villeneuve est passé comme une flèche entre les deux. Et là, attention, Michael qui a touché l'arrière de la voiture de Villeneuve qui reste en piste. Aïe, 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 aïe. Alors, Herta a dépassé Andretti. Il s'est rendu compte qu'il y avait un drapeau jaune, Pierre, parce que la voiture de De Ferrand et de Pruitt était encore là. Donc, il y avait un drapeau jaune, interdiction de dépasser. Il s'en est rendu compte. Il a levé le pied pour laisser passer Andretti devant lui, qui en a profité, Villeneuve. Aïe, 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 Et après ça, moi, je pense qu'Andretti a tenté de sortir Villeneuve parce qu'il a vraiment touché sur le pneu arrière.
Je pense qu'Andretti a tenté de sortir Villeneuve. En tout cas, Andretti, là, accumule... non, ça, là, c'était pas... accumule plusieurs gestes dangereux jusqu'à maintenant depuis le début de la saison. Ça, c'était pas sportif. Ça ressemblait vraiment à une tentative de sortir Villeneuve. Alors, Jacques Villeneuve, donc, qui va compléter un autre tour en tête de cette épreuve IndyCar de Cleveland. Quel rebondissement absolument incroyable. Voilà Villeneuve qui se présente. On lui donne le drapeau à damier. Jacques Villeneuve remporte de façon spectaculaire et percutante l'épreuve IndyCar de Cleveland. Aïe, 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 aïe. Ouais. Quel dénouement. On a manqué de temps pour décrire tout ce qui s'est passé, Bertrand, dans les 10 derniers tours de ce Grand Prix de Cleveland. Eh bien, donc Brian Herta, lui, va terminer deuxième. Quel opportuniste dans le bon sens du mot. Ah oui. Il a su saisir l'occasion. Et c'est bien Vassar et Rahal qui vont terminer troisième et quatrième. Andretti, Pierre, avec ses ennuis de moteur. Va terminer septième si on fait le compte, là. Parce que Sullivan serait cinquième, Gordon sixième. Bon, qu'est-ce que c'est que ça? Gordon avec une roue avant un peu tordue, là. Ah oui, la voiture ne tourne pratiquement plus. Oh, quelle fin de course. Incroyable. Alors, donc, Herta passe Andretti, réalise qu'il est sous le drapeau jaune, il se dit « je vais être disqualifié », lève le pied pour laisser Andretti revenir en tête, mais ils ont tellement ralenti tous les deux que c'est Villeneuve qui en a profité. Oui, et tout ça s'est fait dans le respect des règles pour tout le monde, mais pour Jacques en particulier, alors qu'on voit Barry Green qui donne une entrevue pour le réseau de radio aux États-Unis. Barry Green, sûrement très heureux. Quand même, on parle toujours sous l'angle de Jacques Villeneuve, mais comme propriétaire d'équipe, Barry Green, de 4 victoires, là, et on va accentuer l'avance au championnat. Andretti est vraiment pas sportif, je trouve, d'aller toucher Villeneuve dans le dernier tour. Son moteur a des ennuis, il le sait, il vient de se faire passer par Herta facilement. Exact. Pourquoi aller tenter de, je sais pas, de se venger sur Villeneuve qui vient de passer en tête? Drôle de conduite de la part d'Andretti, je trouve. Vraiment, enfin, c'est peut-être révélateur de la frustration là pour Michael Andretti cette saison, mais c'est pas une raison sportive. Et là-dessus, écoutons les commentaires de Jacques Villeneuve avec Marc Quentin. Allô, Jacques, quelle course, quel chassé croisé. Descends un petit peu et explique-nous ce qui est arrivé. C'était une des courses les plus fun auxquelles j'ai participé, c'est sûr. Au début de course, on n'avait pas beaucoup d'ailerons et les pneus se dégradaient très très vite, surtout avec le premier train de pneus. On avait beaucoup de problèmes, l'auto glissait et on perdait du temps. Ensuite, j'étais dans le gazon avec Gordon et là, on a perdu encore plus de temps. Et à ce moment-là, je me disais, OK, on est 6e, 5e, il faut assurer pour les points au championnat. Mais après ça, quand il y a eu le drapeau jaune, je savais qu'en refroidissant les pneus, on pourrait pousser pour les 10-15 derniers tours comme si on était en qualif. Et c'est ce que j'ai fait. Ma Players Reinhardt me permettait de suivre le train et d'être plus rapide que les pilotes en avant de moi. Alors j'attaquais et je réussissais à rester assez proche, à freiner plus tard lorsque j'étais assez proche. Et dans le dernier tour, lorsque Herta s'est dépassé Michael, il y avait encore le drapeau jaune, ils ont tous les deux ralenti. Je suis passé au milieu et à l'épingle, on s'est touché un peu les pneus avec Michael. Et puis après, j'ai réussi à prendre une petite avance. Et pour nous, c'était fantastique parce que l'auto n'était pas aussi bonne qu'à Toronto ou qu'à Elkhart Lake, dont terminé par une victoire, et d'augmenter les points qu'on a au championnat, c'est très important. Les poussettes avec l'intimidation avec Gordon, c'est de bonne guerre ou si ça pousse pas mal fort? Je trouve que c'était un petit peu osé. Quand on est côte à côte, ça sert à rien de se pousser dans le fossé en pleine ligne droite. Je vais aller lui dire 2 mots parce que bon, faut quand même rester assez correct. On n'est pas en train de faire le bas. Mais bon, on s'en est tous les deux sortis sans égratignure et puis après on a réussi à remonter pour la fin de course. Merci beaucoup, Jacques. À la prochaine. Merci. Et là-dessus, nous faisons une pause publicitaire. Nous serons de retour dans quelques instants avec le mot de la fin. Pour des pilotes comme Jacques Villeneuve, l'horizon est chargé de promesses. Bientôt, un combat va commencer sur l'enfer-noir de la piste, où des légendes comme Andretti, Unser et Fittipaldi vont s'affronter, et où une future légende les attend. Players Limited est chef de file canadien en course automobile. Elle est fière de commanditer Jacques Villeneuve,
recrue de l'année pour 1994, ainsi que l'équipe de course Players Limited pour la série mondiale IndyCar PPG. L'épreuve finale pour l'homme et son bonhomme. Players Limited, une tradition d'excellence. Vous avez une peur bleue de manquer d'action? Avec le baseball des Blue Jays, ça ne risque pas d'arriver puisqu'on vous présente des joueurs d'expérience et une équipe tout en puissance. Oakland, Toronto, samedi, 13h30. Vous aimez la course automobile? Snapple vous invite à venir voir une vraie voiture de course de Formule 1600. Faites-vous photographier avec le pilote, recevez des produits Snapple ainsi que des affiches couleurs. L'équipe Snapple vous attend les 26, 27 et 28 juillet. Gagner, être sur le podium, c'est une très grande satisfaction. Le monde est venu pour voir une course, pour voir une compétition, et tu as gagné cette compétition. Tu sais que l'équipe est très contente parce qu'ils travaillent pour ça. Ils ont confiance en toi, le pilote, pour faire ton travail. Et là, tu as fait ton travail, tu as gagné la course. Et vraiment, c'est une extase. Gagner, c'est la raison pour laquelle je fais des courses. Ford, des idées qui font du chemin. Ce reportage vous a été présenté par la bière Molson Export. Ça a du caractère. Et il en a aussi beaucoup de caractère, Robbie Gordon. Peut-être mal utilisé, cependant, Bertrand. Oui, il est allé frapper Andretti, imaginez, dans le tour de décélération après la course. Il a accusé Andretti de lui avoir causé 2 crevaisons, ce qui n'est même pas nécessairement le cas. On a vu pas vraiment d'accrochage entre Gordon et Andretti à la relance de la course. Alors, Gordon s'est peut-être imaginé certaines choses, quoique Andretti a une feuille de route quand même assez douteuse à certains moments cette saison. Enfin, ils ont été sanctionnés tous les deux de toute façon. Il y aura une amende à payer pour Gordon et ils sont en probation. Donc, au prochain incident, il pourrait y avoir suspension ou des sanctions imposées par l'IndyCar. On s'en va au Michigan, un ovale de 2000, Bertrand, où on roule en moins de 30 secondes ou à peu près. Exact. Et c'est 4e course en 4 fins de semaine. Ça ne sera pas facile pour la mécanique. Après ça, on aura un petit repris d'une semaine, sauf peut-être Villeneuve s'il va faire des essais F1 à confirmer. Après ça, 2 courses en 2 fins de semaine, une dernière fin de semaine de repos et les 2 dernières épreuves de la saison. Donc, calendrier encore très compressé. Ça va être dur pour des équipes. Il faut voir si Team Green va avoir des rangs assez solides pour mener Jacques jusqu'à la fin, avec l'équipement très performant qu'il a eu jusqu'à présent. Ça a été une véritable hécatombe l'an dernier au Michigan. Rappelons que ça allait bien pour Jacques Villeneuve avant qu'il soit victime d'une sortie de route. Nos prochains rendez-vous, on vous les lance dans quelques instants, mais pour tout de suite, voici le classement de ce championnat IndyCar. Jacques Villeneuve, 138 points, Ray Hall, 106, Gordon, 99, Andretti, 96 et Tracy, 78. Prochaine épreuve, Grand Prix de Formule 1, celui d'Allemagne, 7h30, dimanche prochain, 30 juillet. Prochain rendez-vous de la série IndyCar, les 500 000 du Michigan, mardi 1er août, 19h30. Et les 2 courses de Trois-Rivières, série Atlantique, samedi le 5 et dimanche le 6. Ici Pierre Houde, au nom de Bertrand Houle et de Pierre Lecourt du Journal de Montréal et de toute l'équipe, nous vous disons au revoir et à la prochaine.